Je suis Akibo Bass Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics et manager général de Bass Consulting, cabinet de formation et de conseil. Et je suis dans la nuit. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Monsieur Akibo, je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu es béninois. Oui. C'est la deuxième fois qu'on se voit. La première fois qu'on s'est vu, il y a une discussion intéressante et surtout véhémente, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de regrets pour ce petit pays. Tu vois. Et quand on a discuté, il y a une chose que tu as dit qui m'a choqué. Peut-être qui est en même temps vrai, c'est si les Togolais ne veulent pas travailler, le Togo va engager des étrangers pour venir travailler pour le Togo. Oui, c'est vrai, pas assez de véhémence, mais beaucoup plus de passion et de considération pour ce peuple qui m'a adopté depuis déjà une dizaine d'années. Et je me sens autant Togolais que Béninois, hein, rassurez-vous, autant Togolais que Béninois. Et c'est d'ailleurs cet élément-là qui m'amène à avoir des sentiments parfois pour nos pays respectifs, principalement le Togo, je vis particulièrement. Et il est vrai que le grand constat qui est fait au Togo, depuis que moi je suis ici, il y a cette dynamique-là. Je vais parler particulièrement de la jeunesse, celle qui me concerne plus, je suis de cette frange-là. Il y a cette dynamique particulièrement fataliste que j'observe. Elle est purement africaine, dit-on, mais elle est très ancrée au Togo, pour ce que j'ai pu remarquer, qui fait d'ailleurs que, vous savez, ça fait sourire un peu. Quand je suis venu à Lomé les premières fois, j'avais remarqué deux choses. Et puisque quand j'étais encore à la banque, en ce moment, je m'habillais beaucoup plus en costume. Et lorsque tu vas quelque part, sans te connaître, tout le monde t'appelait DG. DG. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde dit DG quand on voit quelqu'un qui semble être d'une certaine classe sociale, on l'appelle DG sans le connaître. Et quelqu'un m'a dit, ici, pendant longtemps, et ça, on combat encore cette mentalité-là. Pour eux, le summum, c'est être DG. Et ils sont pas forcément entrepreneurs à un moment donné. Donc, pour eux, l'administration publique, c'est le summum pour eux. Donc, ils préfèrent avoir un salaire de 50 000 francs dans l'administration publique et avoir un blazer sur lui qu'un salaire de 80 000 francs qui se paye lui-même en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il estime que là-bas, c'est plus risqué. Et il y a plusieurs raisons qui pourraient amener à quand même comprendre cette perception des choses. On pourrait y revenir. Et la deuxième chose aussi, c'est que je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, j'ai remarqué qu'il y a une grande fuite de responsabilité. Quand je suis aussi venu, la deuxième chose, c'est qu'on me disait, mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Comment se fait-il que tu quittes le Bénin pour venir ici? Nous, on préfère même aller au Bénin, il y a plus d'opportunités, vous avez une économie un peu plus dynamique, vous avez la proximité avec le Nigeria. Nous, on préfère aller au Bénin, mais au Togo, tu viens ici, mon frère, tu t'es loupé, hein? Tu es venu en balade, hein? Il n'y a rien ici, tu vas souffrir. À un moment, je me suis dit, mais dans quoi je me suis fourré? Mais je me suis dit, écoute, il y a une citation qui dit, c'est au cœur du danger qu'on se sent le plus en sécurité. Je me suis dit, si l'environnement est tel qu'on me le décrit, tel qu'on me le décrit, eh bien, je pense que j'aurais du mérite à m'en sortir dans cet environnement-là. J'ai pris ça pour un défi. Et aujourd'hui, j'ai réussi pour le peu à le prouver à certains Togolais avec qui je discutais en ce moment. Et j'espère que ça va être un exemple. L'herbe n'est pas forcément verte chez l'autre. Vous voyez? Et si on ne cultive pas chez soi, c'est clair que tu vas toujours te plaindre de sécheresse. Et ça, je pense que la jeunesse togolaise a travaillé dans ce sens. Ça veut dire quoi? Quand tu dis, quand on ne cultive pas chez soi, on dit que? Je pense toujours que l'herbe est toujours verte chez l'autre. Parce que c'est lui qui cultive, toi, tu passes ton temps à te plaindre, il faut à un moment donné commencer. Laissons le parabole. D'accord? Laissons le parabole. D'accord. Tu sais, j'ai vraiment envie qu'on touche des points. Tu sais, quand on a discuté la dernière fois, je t'ai dit que le constat, il est clair. Le constat, il est juste, ce constat que tu as fait. Le Togolais, il est fataliste. Pendant
Et en ce moment, quand le Togolais il est fataliste, d'autres personnes s'occupent des choses qu'il peut faire pour avoir de l'argent. Et ce qui m'a émerveillé, en même temps choqué, chez toi, c'est quand tu m'as dit que tu étais venu à Lomé avec un Bafana, avec un petit sac, avec ta fiancée de l'époque. Oui. Aujourd'hui, tu brasses des millions d'euros, quoi. Bon, déjà la question c'est vrai, il y a cette fatalité là que je comprends aussi pour certains parce que je discute avec beaucoup et vous savez la situation la plus compliquée dans la vie c'est celle dans laquelle tout le monde a raison hein parce que il y a la vérité, il y a la vérité celle qui est universelle et il y a aussi la part de vérité de chacun en fonction des expériences de chacun, du concept de chacun. Donc il faut tenir compte de ces paramètres aussi. Venir à Lomé 2000, je pense 2000, je suis ici depuis 2014, de façon intermittente 2 ans, et de façon plus permanente en 2016. Donc je me suis installé ici de façon beaucoup plus permanente en 2016. Et comme tu l'as dit, je suis venu ici avec un sac, hein, avec juste un sac. Et des gens m'ont dit, mais c'est comme au temps de nos parents, tu vas en aventure, quoi. J'ai dit, oui, Lomé m'a plu. J'ai dit, j'ai envie d'aller dans ce secteur. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'amène à Lomé? Lomé, il n'y a rien. J'ai dit, mais il y a tout là-bas. J'ai dit, moi, j'ai vu des choses que vous ne voyez pas. J'ai dit, j'ai vu des choses que vous ne voyez pas. Et quelqu'un m'a demandé, comment tu vas réussir à t'en sortir dans cet environnement? J'ai dit, j'ai la chance parce que je suis entouré de beaucoup de paresseux. C'est ça ma chance. Attends, j'arrive. Ils ne voient pas certaines choses que je voyais. C'est ça qui fait une opportunité pour moi. Attends, je te laisse. Vas-y. Quand tu es arrivé à Lomé, d'accord? En fait, la phrase, waouh. Tu as la chance de réussir parce que tu es entouré de beaucoup de paresseux. Oui. Au Togo. C'est une réalité. C'est même une réalité universelle, hein. C'est pas que le Togo. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des métiers, si vous prenez le Togo, dans lesquels il y a quasiment pas d'offres en tant que telles. Pourquoi? Parce que on a des économies un peu, je dirais, sectarisées. Si vous regardez un peu la dynamique économique, elle est un peu sectarisée. On a fait en sorte que ce soit des clans qui gèrent certaines parties de l'économie de façon discrétionnaire. Ce qui fait que, bon, certaines personnes ça a augmenté d'ailleurs le niveau de fatalité. Certains estiment que, bon, c'est des secteurs que tu peux pas te lancer parce que c'est déjà suffisamment contrôlé par des gens. Il y a énormément de pression fiscale d'après eux. Il y a des économies qui sont détenues par des nationalités étrangères. Donc, on estime que le gâteau est déjà partagé. Il ne nous reste plus rien. Et certains, aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le chemin de l'exil qui prennent. Mais moi, j'ai dit, c'est dans cet environnement-là que je vais réussir. Et je vais vous prouver, je leur ai dit en ce moment. J'ai encore des amis, Dieu merci, ils sont vivants. Je leur ai dit, je vais vous prouver que là où vous avez dit que vous n'allez pas réussir, là, c'est dans ça, moi, je vais réussir. Tout juste pour que vous puissiez comprendre que vous avez intérêt à réussir. Si moi, j'ai pu quitter le Bénin pour m'installer chez vous et réussir, c'est que vous aurez pu réussir 2 fois plus que moi. Et ça, c'est très important que les gens puissent s'en rendre compte. C'est compliqué parce que cette mentalité-là, tant qu'on ne va pas être discipliné avec ce niveau de mentalité, je pense que ça va être compliqué d'y arriver. Il y a un truc que je dis toujours. Oui. C'est le changement ne commence pas par l'humain. Le changement commence par le changement de mentalité. Et tu l'as dit, il y a un terme qu'on utilise beaucoup au Togo. Je sais pas si tu comprends les après toutes ces années ici. Ah, je dis à pénaliser. On dit égbélé. Tu vois, une fois, t'as dit ça. Égbélé, ça veut dire c'est gâté, non? C'est gâté. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et ça, je dis ça aussi, beaucoup. Comme tout Togolais, tu vois. Et maintenant, quand j'entends ce que tu dis, j'ai l'impression d'être aussi fataliste que Oui, c'est pas facile parce que il y a quelque chose qui joue un rôle central dans cette fatalité-là. C'est le pouvoir économique du pays, c'est le pouvoir politique, c'est tout ça. Donc, plus ou moins le pouvoir central. Et moi, je dis souvent aux gens, je l'ai toujours dit, je dis, mais les gouvernants, ils ont leurs responsabilités, c'est clair. Mais vous aussi, vous avez vos responsabilités. Les gouvernants ne peuvent parfois, quand ils sont de bonne foi, ils peuvent pas faire grand-chose pour vous si vous ne voulez pas, ce n'est pas possible. Et à un moment donné, je pense que la pression qui est exercée entre les gouvernés et les gouvernés, si vous regardez, la pression exercée par les gouvernés sur les gouvernants est plus forte que l'inverse, contrairement à ce qu'on peut croire. Et vous allez d'ailleurs voir que lorsque les réclamations commencent dans les pays, les gouvernants prennent au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en face de personnes qui les ont légitimement désignées et qui ont le pouvoir de les faire partir. Donc, on peut aujourd'hui se mettre ensemble pour faire des combats plus sains, moins émotifs, parce que ça, c'est aussi le problème de l'Afrique. On est énormément émotif et ma frustration a grandi. Pourquoi? Parce que de plus en plus, j'ai visité certaines mentalités dans mes voyages
Et ça n'a fait qu'accroître ma frustration. Je me dis, mais attends. Je l'ai dit récemment encore dans une vidéo, quelqu'un me disait, ah, ben, écoute, toi, tu es arrivé à un niveau vraiment, nous, même les Togolais, on n'a pas pu arriver. J'ai dit, écoute, c'est des gens comme toi que moi, j'aime pas écouter. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que tu me fais croire que je suis arrivé à un grand niveau. Il dit, c'est dangereux ce que tu me dis, parce que si je t'écoute, je vais penser que je suis à un grand niveau. Je dis, ailleurs, ce que j'ai accompli, là, des gens l'ont accompli à 18 ans. Ailleurs, quand je vais, je suis ridicule. Je dis, il faut sortir de ton pays pour comprendre à quel point tu es en retard. Parce que tant que tu vas te comparer, c'est avec qui tu es tout le temps ici, tu vas penser que tu n'es pas encore en retard. Mais sors de ton pays, tu vas comprendre ce qu'on appelle le retard. Tu vas comprendre que ce n'est même plus le mot retard. S'il y avait un superlatif, on l'aurait appliqué. C'est très grave. Et ça, on a compris quelque chose. Moi, quand j'ai fait tous ces pays où je voyage pour faire des activités, j'ai compris qu'il y a une seule chose qui, en réalité, développe un pays. Si je dois répondre en un mot, c'est la discipline. Et cette discipline, elle est aussi émotionnelle. Ce que tu penses, tu l'as dit tout à l'heure. La mentalité, c'est de la discipline émotionnelle. Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Et qu'est-ce que tu projettes? On dit même, faire ça là. Je suis parfois surpris quand je demande aux gens, dans 5 ans, tu te vois où? Il ne sait pas. Il dit, son objectif idéal, c'est demain matin manger. Je dis, mais le fait de penser sur 5 ans, c'est pas quelque chose. Tu ne dépenses pas de l'argent pour ça, mon frère. Je dis, tu as le droit. Tu te dis, dans 5 ans, je vais être à ce niveau. Tu ne dépenses pas. Mais ça, c'est gratuit, frère. Dis, dans 5 ans, moi, je vais atteindre ce niveau. Dans 10 ans, voilà là où je vais atteindre. Je vais avoir tel nombre d'enfants. Je vais avoir 2 épouses, si c'est ce que tu veux. Je vais avoir... Tu te fixes tes limites. C'est gratuit, ça. Mais ça, tu peux pas faire. C'est pas vrai. Je dis, mais quand tu vas commencer par faire tes exercices, ton esprit va commencer par s'aligner à ce que tu es en train de mettre dans ta tête. C'est incroyable. Ton esprit va commencer par s'aligner et c'est comme ça que tu changes de mentalité sans même t'en rendre compte. Et j'ai dit aux gens, le premier signe, c'est que vous allez vous rendre compte que votre entourage changera vis-à-vis de vous. Automatiquement. C'est pas facile. Moi, le choix entrepreneurial que j'ai fait, j'ai été combattu pour ce choix. Ça va vous paraître bizarre, combattu parce que vous allez vous dire, mais pourquoi le combat alors que ça ne les concerne pas? Oui. Des gens m'ont dit, tu es en train de faire une erreur monumentale. Tu es en train de faire une erreur monumentale. Si au Togo, toi, tu veux dire que tu veux créer un cabinet, dans le Togo, là, où il y a des cabinets de formation partout déjà, toi, tu veux créer, il y a les cabinets étrangers, tu veux créer cabinet dans cette niche-là. J'ai dit, non, moi, je sais ce que je fais. On m'a dit, comment? Je dis, parce qu'il y a 2 choses qui font réussir les gens dans la vie. Vous allez voir, faites le tour du monde. Prenez les exemples de réussite que vous voulez. 98%, si je n'exagère pas, ont toujours 2 choses en commun. 1. Ils font toujours quelque chose que personne n'a jamais fait. Vous allez remarquer ça. Ou 2, ils font différemment quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Je dis, tant que vous allez vouloir faire ce que tout le monde fait, ça va être compliqué. Moi, je disais l'autre fois à mon épouse, je dis, mais regarde, de la voie bitumée à notre rue, il y a 9 buvettes alignées. Ils se cannibalisent. Alors qu'en fait, ils pouvaient mettre une économie complémentaire. Toi, tu fais buvette, toi, tu fais une buvette, tu vends, moi, je vends des brochettes peut-être. Je préfère faire ça pour qu'on puisse contrôler ensemble. Et c'est ce que les étrangers font sur votre territoire togolais. Vous allez voir quand vous allez, je ne vais pas citer des nationalités, vous allez dans une boutique d'une certaine nationalité. Quand vous demandez un produit qui n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Tu dis, va chez mon ami là. Il dit même parfois j'en ai, alors qu'il ment. Oui, et il sort pour aller chercher son ami. C'est ça. Ou il court rapidement, il te dit non, Oui. c'est une annexe, Oui. mais pourtant c'est son concurrent qui Oui. est du même secteur que lui. Et c'est pour ça qu'ils ne tombent pas au Togo. Pourquoi? Parce qu'ils ont une économie solidaire. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, ils fonctionnent en cartel. Lorsque un tombe, vous ne le saurez jamais parce que les autres sont Oui. immédiatement là en 5 minutes, ils vont le relever en 5 minutes. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent complètement votre économie. Mais vous êtes là, vous cannibalisez sur les mêmes activités. Quand quelqu'un fait quelque chose et que ça semble marcher, je dis bien ça semble parce que tu ne sais même pas ce qu'il endure. Tu crois que ça marche pour lui. Tu sautes dedans aussi parce que tu dis, ah, cette histoire-là marche. Il faut que je me lance dedans aussi. Mais tu réduis. Parce que si lui, vraiment, c'est en train de marcher pour lui, rassure-toi, toi, la probabilité que tu t'en sors dedans est devenue faible. Parce que lui, il a déjà contrôlé une partie, c'est compliqué. Donc, il faut réfléchir à de nouvelles alternatives. On peut pas continuer à faire les mêmes choses. Et ça, c'est le grand reproche que je fais à nos frères togolais, c'est que je discute tout le temps. Je dis, mais vous ne pouvez pas continuer à vous rester et dire, quel secteur marche? Qu'est-ce que tel fait, apparemment, lui, ça marche, lui, bon, je me lance dans ce qu'il fait. Non, ça n'arrange pas les choses. Qu'est-ce que lui fait? Mais comment est-ce que je peux me mettre en lien de complémentarité avec lui? Ou comment est-ce que je peux faire de la différenciation? C'est ça qui fait sauver. Je ne le dis pas seulement, mais je l'ai appliqué parce que quand les gens m'ont dit, tu ne vas pas réussir, je leur ai dit, je sais pourquoi je vais réussir. On m'a dit, pourquoi? Bon, au début, ça pourrait paraître difficile que
que des gens comprennent. J'ai dit, je suis entouré d'abord, j'ai remarqué que les gens sont beaucoup paresseux dans mon environnement. C'est une chance pour moi. Que les gens sont beaucoup paresseux au Togo. Donc, en fait, tu peux tellement... je porte des gants. Oui. Voilà. La période est sensible aussi. Vous voyez? Et de l'autre côté, j'ai dit, moi, je vais me lancer dans le consulting. La preuve, vous n'avez même pas pu me demander qu'est-ce que tu veux faire dans le consulting. Vous avez pensé vous-même psychologiquement que je vais faire ce que tout le monde fait. Non, je suis pas assez idiot. J'ai dit, je vais me lancer, je vais me spécialiser en procurement. Et dans le procurement, je vais me spécialiser en quoi? En procédure internationale dans le procurement. On me dit, mais t'es fou. Quand les personnes sont sur cette niche-là, elle est très petite. J'ai dit, oui, c'est parce que je vais rien en mettre là-bas. Quand on va citer 1, 2, 3 noms, on ne peut pas m'oublier, ce n'est pas possible. J'ai dit, vous allez être peut-être dans un top 50, top 20, mais moi, je suis dans un top 3. C'est ça qui va faire la différence entre nous. Et ça, j'ai réussi à le démontrer au fur et à mesure. Durant des années, ça m'a pris quelques temps, je l'ai démontré. J'ai dit aux gens, le cabinet que vous voyez aujourd'hui a démarré avec 29 750. Je suis parti créer au CFE. Le Togo a de très bonnes conditions de création d'entreprise, parce qu'ici, ce n'est pas la nationalité togolaise, c'est la nationalité CEDEAO en griffe qui est prise en compte. Ça s'est fait en moins de 24 heures, le compte bancaire, c'est fini. Le reste, ce sont tes idées. C'est ce que tu as en tête. Ça aussi, ça ne te servira à rien si tu ne sais pas quoi faire. Et il faut essayer aussi, j'ai remarqué au Togo, beaucoup ont ce qu'on appelle les entreprises bateaux. Quand tu vois quelqu'un, tout le monde, ils veulent faire tout. Je dis, mais c'est pas vrai, tu peux pas faire tout. On va t'identifier à travers quoi, toi? Il faut te mettre dans des domaines où lorsqu'on appelle le nom du domaine, que automatiquement, ça soit ton nom qui vient dans l'esprit des gens. Ce n'est pas possible. Mais tu veux faire en même temps papeterie, il est en même temps dans vente de pneus, il est en même temps dans boisson, il veut faire tout. Si bien que finalement, il est partout et nulle part. Il est dans rien, en fait. Il est partout et après, celui-là va se plaindre pour dire que c'est l'environnement qui est mauvais, alors que tu as fait tes choix. C'est toi qui as fait les mauvais choix d'investissement. Malheureusement, ça me fait mal parce que je vois certains qui sont vraiment bienveillants, qui veulent vraiment avancer, qui se forcent, mais qui font des mauvais choix. Ils font de mauvais choix et après, ce qui est difficile, c'est qu'ils vont répandre la rumeur quelque part pour dire l'entrepreneuriat est compliqué, ne rentrez pas dedans. Moi, j'ai fait ça, n'a pas marché. Mais dis-leur les choix que tu as fait aussi. Faut pas leur dire c'est mauvais. Dis-leur les choix que tu as fait, ils vont analyser. Donc, moi, je pense que c'est un travail de vérité aussi qu'il faut faire pour que les choses rentrent dans l'ordre et je suis fataliste, mais je suis aussi optimiste. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas monsieur Faure Gnassingbé qui est le problème. Ce n'est pas monsieur Patrice Talon qui est le problème. Ce n'est pas le Togo le problème. Ce n'est pas le Bénin le problème. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire le problème. C'est la mentalité de problème. C'est cette discipline que les gens n'ont pas. C'est cette mentalité de fatalisme que les gens, ils ont. Et surtout, c'est cette idée de concurrence absurde que les gens y font. Généralement. Concurrence absurde et la paresse négative. Je dis paresse négative parce que la paresse n'est pas que négative, hein. On a tellement mis du négatif sur le mot paresse parce que j'ai dit paresse négative. Pourquoi? Parce qu'on attend que quelqu'un fasse, quand ça marche et on saute tous, on saute les deux pieds joints dedans. Et après, quand le secteur est pourri, on dit que c'est le secteur qui n'est pas bon. On trouve des alibis. Un bon Africain, vous savez, un bon humain ou pas extension, on trouve des alibis. Jamais soit. Et de l'autre côté, la paresse positive, c'est quelque chose qui aide aussi. Moi, je dis, vous allez remarquer que les plus grands qui ont réussi sont souvent des paresseux. Mais oui, ce sont souvent des paresseux, juste intelligents. Parce que le paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Donc, il va réfléchir très vite. Il va chercher à avoir des solutions les plus simples. Et tant qu'il va avoir les solutions les plus simples pour un business, il va proposer aussi les solutions les plus simples. Et c'est ça qui va être adopté. Parce que les gens ne veulent pas la complexité, ils veulent la simplicité pour atteindre le résultat. Donc, lui, il va toujours proposer des trucs simples pour atteindre le résultat, ce qui fait que ça va marcher. C'est ce que j'appelle paresse positive. Maintenant, la paresse négative, c'est quand on est dans une dynamique purement de fatalité et qu'on veut juste devenir un peu faire un peu du saprofitage, comme on le dit. Voilà. Et un truc qui est réel au Togo, qui est réel en Afrique. Moi, je suis togolais. Je ne peux que parler que du Togo. C'est ce manque de spécialisation. Tu vois? Et c'est compliqué. C'est comme, j'étais en réunion aujourd'hui et on disait que quand on veut, par exemple, un podcast dans le domaine de la tech au Togo, il n'y a pas. Quand on veut un podcast dans le domaine du business, il n'y a pas. Quand on veut un podcast dans le domaine du temps, il n'y a pas. Et ça fait que, comme tu l'as dit, au lieu d'être le top 1 dans ton domaine, tu te retrouves parmi les gens parce que la nuit marche, moi aussi je vais lancer un podcast. La nuit fait ce truc-là, ça a marché, hein. Moi aussi je vais faire un podcast. Tu vois? Comment est-ce qu'on peut combattre ça, en fait?
Est-ce que c'est à combattre? Bon, je dis, c'est beaucoup plus il faut parfois révéler cela aux gens. Moi, je me suis dit à un moment donné qu'il faut peut-être changer aussi de tactique, parce que vous avez dit c'est pas Foy Yacine le problème, c'est pas Patrice Talon le problème, c'est pas Ouattara le problème, c'est pas XY le problème, tout comme c'est pas Laté le problème, c'est pas Akibo le problème, etc. C'est pourquoi je le dis, chacun a sa part de responsabilité dans la chose. Chacun a sa part de responsabilité, c'est clair. Chacun doit rouler sa partition. Moi, je disais à quelqu'un la dernière fois qui se plaignait, il dit non, on a un État désorganisé, vraiment, les gens font de n'importe quoi, il y a du détournement, il y a de l'anarchie. J'ai dit, mais mon frère, toi aussi, c'est ce que tu fais, non? Il dit, ah bon? Je dis, je te cite plusieurs cas. Je dis, on se connaît bien, je peux te citer certains cas où tu fais de l'anarchie. Il dit, non, je vois d'ailleurs où tu viens. Je dis, mais comment se fait-il que tu exiges des gouvernants quelque chose que tu n'es pas capable d'exiger de toi-même? Tu cries, tu dis que les gouvernants sont anarchiques, d'accord, mais toi-même, tu passes ton temps chaque jour à être dans l'anarchie. Les gouvernants peuvent changer. Tant que la population ne change pas, rien ne se passera. Ils sont combien les gouvernants là? Ils sont pas nombreux. Mais imaginez si la population décide de changer, ce qui va se passer. Les gouvernants vont changer le lendemain matin. Parce que, comme on le dit, désolé de revenir encore sur ça, j'aime bien les proverbes africains. Quand celui qui est en train de taper le tam-tam change de cadence, la danse doit changer. Donc, si les gens veulent que ça change, c'est d'abord eux qui changent. Changez-vous, mais vous allez voir comment les rapports de force vont changer. Mais tant que vous serez dans les mêmes comportements et vouloir le changement des autres, pas de vous, ça ne va pas avancer. Parce que vous êtes plus nombreux. Il y a un problème par rapport au changement. Tu sais, nous sommes, je le dis haut et fort aujourd'hui, le Togolais n'a pas de modèle. Peut-être qu'il y en a. On ne connaît pas. Le Togolais modèle se cache. Le Togolais modèle ne veut pas aller sur les médias. Le Togolais modèle ne veut pas éduquer. Le Togolais, il a de l'argent, il se cache. Le Togolais, il n'inspire pas le Togolais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Au BD, on connaît des gens qui ont de l'argent. Et ils ne se cachent pas. Ils montrent qu'ils ont de l'argent. On a envie de ressembler à ces gens-là. On voit ce qu'ils font. Au Togo, il n'y a pas. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Et comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que jeunes, rêver grand quand on a des modèles que des gens qui sont très loin de chez nous? Oui, je vois. La première chose, c'est de gagner de l'argent propre. C'est la base pour moi. Vous savez, vous allez voir aujourd'hui des gens, j'ai vu en ville des gens qui cyclent. Est-ce que vous savez qu'à Lomé, il y a des voitures que vous n'imaginez peut-être pas, qui sont dans des garages cachés, qui ne sortent pas, quasiment. Ouais. Oui. Si on vous dit que ces voitures-là sont au Togo, vous n'allez pas croire. Et parce que les gens ont peur de sortir avec ça. Dès que je vais sortir, on va mettre les yeux sur moi. Et il y a cette éducation africaine aussi, avec laquelle on a grandi. On dit, il faut tout le temps se cacher. Mais tu te caches, tu meurs, comme on dit chez nous, tu manges seul, tu meurs seul. Oh non, il faut se cacher. Dans la vie, il faut toujours se cacher. Certes, il y a de la prudence, un minimum de prudence qu'il faut avoir, mais quand tu te caches, parfois ça devient ridicule. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, tu ne peux pas inspirer quelqu'un. Et tu végètes parfois dans des erreurs pendant longtemps. Alors que si tu t'étais ouvert un peu, on aurait compris que bon, quelqu'un t'aurait dit, mais ce que tu es en train de faire là, c'est déjà dépassé, un frère, ne mets plus ton énergie là-dedans. C'est déjà dépassé. Ça te permet d'avancer. Donc, vous voyez une dynamique collégiale qu'il faut implémenter dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il y a une série de craintes. Déjà, gagner de l'argent propre, c'est important. Il y a des gens qui peut-être qui n'ont pas de l'argent propre et qui ont peur de faire certaines acquisitions. Il y en a qui sont obligés de passer par des prêtres, non, et tout cela, ils se cachent. Ils font semblant même d'être pauvres. Oui. Quelle forme d'ingratitude. Vous imaginez de l'argent que toi, tu gagnes à lâcher ton front et tu n'es pas capable de dépenser cela correctement. C'est difficile. C'est difficile. Donc, voilà un peu le premier nœud qu'il faut essayer de régler à ce niveau. Gagner de l'argent propre dans les meilleures conditions, sans fraude fiscale, sans tout le reste. Et là, c'est la première des choses. Et le deuxième? Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même une certaine... Parce qu'il y a une très grosse crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernés aujourd'hui. Le Togo est même un exemple flagrant. Vous voyez, il faut que les gens aient confiance aujourd'hui au pouvoir public et que le pouvoir public aussi inspire confiance. C'est très important. Les gens ont parfois peur, pas parce qu'ils sont forcément dans des affaires louches. Tu peux te dire. Il y en a, ils ont peur parce qu'ils se disent, dès que je vais peut-être m'afficher, on va me prendre pour cible. On va chercher à rentrer dans mon capital, on va chercher à me contrôler, on va chercher à savoir qui est derrière moi. Parce que il y a aussi ça, les gens cherchent toujours à se dire, cette fatalité dont on a parlé, là, on grandit avec. Allez dire à des gens, par exemple, que vous avez réussi à faire certaines choses, certaines acquisitions, ils vont vous dire, mais qui est derrière toi? C'est la question qu'on te pose d'abord, qui est derrière toi? Tu dis non, ben, personne. On dit, non, tu te fous de nous, il y a toujours quelqu'un derrière toi. Pour lui, on ne peut jamais avancer
sans qu'il y ait quelqu'un derrière de politique pour t'accompagner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même la politique est devenue un raccourci pour beaucoup de jeunes. Et d'autres sont contents parce qu'ils ont réussi à vous mettre dans la tête que sans la politique, sans eux, vous ne pourrez pas avancer. Et vous avez cru à ça. Donc, vous êtes tout le temps, chaque jour, à 7 heures, vous êtes dans leur salon en train de cirer vos fesses sur leur canapé en attendant qu'ils sortent peut-être à 9 ou 10 heures pour vous jeter un billet. Ça va toujours être comme ça. Mais il y a un type de profil qui est dangereux. C'est ceux qui disent, moi, je ne crois pas à ça. Parce que moi, je vous ai dit quelque chose. La paresse, c'est parfois positif. Il y en a qui vous disent, entrer dans un parti politique peut-être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la politique. On peut faire de la politique sans être dans un parti politique. Parti politique, je vais assister à des réunions, meetings, je vais essayer même de me battre dedans pour montrer que c'est moi qui parle mieux, c'est moi qui fais tant. Et risquer même après que lorsque la mamie est prête, qu'on te met de côté. Vous voyez, c'est trop long d'y aller en termes d'étapes. Et quelqu'un d'autre, vous savez ce que lui se dit? Il dit, je laisse tout ça de côté, je développe ce que je sais faire et je les dirige tous demain. C'est plus facile, c'est un raccourci. Il faut choisir la solution la plus facile. Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens aiment se compliquer la vie à un moment donné. Mais parfois, ça a du sens. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui est conscient qu'il n'est pas compétent. Ah ben non, il va prendre par tous les chemins et il va tenter de détruire tout le monde. Parce qu'il pense que c'est la faute de tout le monde. Dès que tu lui dis, regardez dans nos administrations, il y a des gens, tu leur dis bonjour le matin, il est braqué parce qu'il pense que tu veux lui prendre son poste. Dès que tu es un nouveau, tu viens, il pense forcément que son poste est menacé. Je dis, mais tu n'as rien à craindre, frère. Si tu sais que tu es compétent, tu n'as rien à craindre, frère. Donc, il y a cette crise de confiance-là des gens, non? Et cette crise de confiance aussi entre les pouvoirs publics et les gouvernés qu'il faut rétablir. Il faut vraiment la rétablir et vous allez voir que ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Les Togolais ont de belles idées parfois quand tu écoutes certains, mais ils disent, je préfère aller mettre ça en œuvre ailleurs. Ici, là, ils vont me tuer si je le fais. Je vais le mettre ça en œuvre ailleurs. Et quand il va ailleurs, c'est plus compliqué pour lui parce que ce qui allait marcher au Togo, là-bas, c'est déjà dépassé il y a 10 ans. Donc, il est obligé de se réinventer, soit de rentrer dans une dynamique encore de fatalité, de dire, bon, ce que j'ai amené ici, là, ça ne peut pas passer ici, hein. Ici, c'est déjà dépassé. Je vais faire quelque chose d'assez basique et m'en sortir juste pour joindre les deux bouts. Oui, ou il décide de dire, bon, je vais mettre encore là-bas plus haute. Et quand il fait ça, vous allez voir que généralement, il s'en sort. C'est ça qui est ironique. Donc, c'est l'environnement, la puissance de l'environnement, il ne faut pas la sous-estimer. L'environnement dans lequel nous évoluons va conditionner tout ce qu'on fait. C'est une réalité. Et c'est difficile parce que déjà nous luttons chaque jour avec nos problèmes individuels et autres. Et quand l'environnement ne te facilite pas les choses, c'est compliqué. J'ai toujours dit aux gens, les Occidentaux n'ont rien de plus que nous. Ils ont juste compris quelque chose. Il faut créer d'abord des systèmes plus puissants que les hommes, au lieu d'avoir des hommes plus puissants que des systèmes. Et de deux, il faut créer les meilleurs environnements. Ils ont juste créé les meilleurs environnements. La preuve, toi et moi, si on nous envoie là-bas, en quelques années, si on est entrepreneur, on va mieux réussir que si on était ici. C'est en fait ça. Donc, il y a l'environnement qui va jouer et il faut créer un cadre propice à travers, bien sûr, les questions de confiance, qu'il n'y ait pas de pression fiscale, qu'il n'y ait pas qu'on ne mêle pas exagérément la politique à tout et vous voyez que des gens puissent se dire, je peux faire fi de la politique en étant dans une administration et faire mon travail, je ne serai pas inquiété. Voilà. Tu sais, Kibo, Oui. quand tu fais l'effort, toi en tant que chef d'entreprise, toi en tant que quelqu'un qui gagne de l'argent, et je dis encore, les gens qui gagnent de l'argent et qui se montrent au Togo, c'est rare. Mm-hmm. Tu vois, parce que c'est rare. La personne la plus riche togolaise que nous on connaît, c'est peut-être Adebayo. Ça, on n'en sait rien. Comme tu l'as dit, il y en a peut-être plus riches qui sont cachés. Justement, ils sont cachés. On n'en sait rien. Tu vois. Mais pourquoi Adebayo, lui, il est très exposé? Bon, il a toujours été exposé. Parce qu'il estime qu'il a gagné son argent de façon correcte, franche et qu'il n'a rien à craindre. C'est pourquoi je dis que c'est la base numéro 0. Attends, ce que tu dis là, c'est grave un peu. Pas si grave, c'est vrai. C'est pas grave. Tu veux dire que les gens qui ont de l'argent, qui ne se montrent pas. C'est parce que j'ai dit. J'ai justement même dit. Je disais pas tous. Je disais, mais il y a une grosse part de gens qui n'ont pas forcément qui ont forcément quelque chose à se reprocher. Il faut être quelque part. Vous ne le savez pas, vous. Ils vont vous dire, non, c'est parce que vraiment, il faut vivre caché. Mais quand tu fouilles, il a quelque chose à se reprocher qui l'empêche même de faire ça. Est-ce que vous imaginez le degré d'inconfort que tu peux ressentir quand tu as de l'argent que tu ne peux pas dépenser comme tu veux? Tu vois ce que ça fait? C'est pire que de ne pas en avoir, hein. Ces personnes-là souffrent parfois, mais ils sont obligés parce que peut-être il y a quelque part, il y a un endroit, ils ont fait un petit faux pas, ils ont pris un raccourci et on les tient par quelque chose, ils ont intérêt à faire gaffe. Peut-être qu'Adebayo, je ne sais pas si c'est son cas, mais Adebayo peut-être qu'il se dit, bon, moi, mon argent, je l'ai gagné propre, tout est tracé, j'ai pas de souci, je peux dépenser comme je veux, je n'ai rien à craindre, je peux justifier demain matin. Oui. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est la base 0. Maintenant, il y a l'éducation qui vient. Et cette éducation-là, c'est ça qu'il faut régler.
Il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez, qui ont grandi, et ça, nous tous, vous allez voir, nos parents nous ont tous éduqués comme ça. Ah non, la ville, il faut faire attention, les gens sont méchants. On passe tout notre temps à faire ça. Ça ne changera pas. On dit tout le temps que les gens sont méchants. Ça fait que les gens deviennent bienveillants. Non. Il faut évoluer dans la méchanceté là alors. Donc dis-toi, d'accord, mon environnement, ils sont comme ça. Ok, mais je trouve mon chemin dans cet environnement. Je vais pas être dans une dynamique parce que les gens sont méchants. Moi, je commence pas à me tuer. C'est-à-dire, je commence pas à me renfermer, me multiplier mes chances de faire des erreurs parce que les gens sont méchants. C'est pas possible. Il y a un minimum. Mais quand ce que tu fais est bien là, tu as envie de le montrer. C'est comme quand tu as une belle femme, tu as envie de sortir avec elle. C'est comme ça que ça marche aussi. Donc, vous voyez, il y a cette dynamique d'éducation qu'il faut faire. La dernière fois, c'est juste 5 minutes. Permettez-moi. Il y a dans mon quartier une dame chez qui j'achète des fruits. Elle est togolaise. Je l'aime bien parce qu'elle vend de bons fruits non avariés, tout cela. Et je viens devant son stand. Je lui dis, mais toi, regarde le nombre de trous qu'il y a devant toi. De gros trous comme ça. Et tu vois, à chaque fois que des voitures passent, parfois certains perdent leur pare-choc là devant toi, c'est pas bien. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Ça, c'est le travail de l'État, hein, c'est pas mon travail. Je dis, c'est le travail. Elle dit, c'est le travail de l'État. Je dis, je vais te dire 2 choses. Je dis, ce que tu oublies, si l'État aussi devait faire son travail, on va te dégager de là où tu es. Parce que tu occupes un domaine, tu es carrément venu sur la voie. Si l'État devrait faire ce que tu veux là, on va te dégager toi aussi. 1. Il faut en avoir conscience. De 2, tu perds plus que l'État. Elle dit, au nom de quoi? Je dis, je t'explique tout simplement. Tous les véhicules qui passent ici à 19 heures, certains ont répandu derrière la rue, mais quand tu passes là-bas, il faut pas prendre par là-bas, hein, sinon tu vas casser ton carter tout à l'heure, tu vas déposer ton pare-choc. J'ai dit, c'est un manque à gagner pour toi parce qu'ils ne passent plus devant toi. Ils vont contourner, et s'il y a une autre qui vend les mêmes choses que toi là-bas, c'est elle qui va capter le flux. Il dit, tu as intérêt à rapidement remblayer ça pour que devant toi soit sûr et que ça t'amène de la clientèle. Sinon, les gens viendront pas. C'est nous, les piétons là, qui en ont marché venir vers toi parce qu'on est dans le quartier. C'est tout. Ce que tu as. Je l'ai dit honnêtement, sans mesurer vraiment l'impact. Est-ce que vous savez que le lendemain, la dame l'a remblayé tous les trous. Elle est partie acheter elle-même. Elle a tout remblayé. Et elle me dit, j'ai tout fait. Je dis, ah bon? Elle dit, parce que ce que tu m'as dit là, quand j'ai fait le calcul, j'ai vu que c'est moi qui paie. L'argent que je vais mettre pour refaire cette route-là, rapidement, la rendre plus praticable là, c'est rien comparativement à ce que je vais gagner. Donc, vous voyez, c'est une question de mentalité. Il faut présenter les choses correctement aux gens parfois. Il y en a qui ne comprennent pas forcément le risque perçu à un moment donné, mais quand tu présentes cela, ils agissent comme tout humain. L'humain est plus sensible à ce qu'il va perdre qu'à ce qu'il va gagner. Oui. Si tout à l'heure, je vous dis, vous allez gagner 1 million, vous allez être content. Mais si je vous dis, vous allez perdre 1 million, votre cerveau va agir différemment. Donc, il faut parfois, pour faire de la sensibilisation, il faut jouer sur ce que la personne paie. Il faut lui présenter ce qu'il paie et il comprend plus vite. Donc, je pense qu'il y a cette dynamique-là aussi qu'il faut ajouter. L'éducation, nos parents nous disent il faut avoir peur, les gens sont méchants, tout ça. Oui, ça fait qu'on se renferme. Quelqu'un a une idée, il se ferme. Il veut pas en parler aux gens. Si jamais j'en parle, on va me voler ça. Il y a un Togolais qui a mis en place un cabinet comme moi. On a fait un séjour à Dubaï ensemble, il était venu me rejoindre et m'en a parlé, je l'ai encouragé. Mais j'avais l'impression qu'il n'avait pas confiance. Il dit, mais lui, là, il a un cabinet comme moi. Et il m'encourage pour faire un cabinet, mais où est le piège derrière? Lorsqu'il est venu à Lomé, quelques mois après, il m'appelle un jour, il me dit, mon frère, j'ai pu mettre mon cabinet en place, hein, j'ai commencé par fonctionner. J'ai dit, mais tu ne m'as plus rien dit, frère. Tu m'as dit que tu allais me dire pour au moins l'amorçage, j'allais te donner des idées, tout ça. J'ai dit, bon, tu es où? Il dit, je suis même au siège du cabinet là actuellement. J'ai dit, je viens. Et j'ai débarqué. Et on s'est assis avec sa secrétaire et autres. Je l'ai félicité. Et sans qu'il me demande forcément, j'ai commencé par lui donner des conseils stratégiques sur ce que moi-même je fais pour que ça marche. Ce que moi-même je fais. Et sa secrétaire disait, excusez-moi, 5 minutes, je vais prendre quelque chose pour prendre note. J'ai dit, vous n'en avez pas besoin. Elle dit, j'en ai besoin. Parce que ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Oui. Elle dit, mais tu libères tout ce que tu fais comme ça. Tu n'as pas de crainte? J'ai dit, j'aurais peur de quoi? Je dis, c'est vraiment ce que je fais, tu peux vérifier. Je dis, ça, c'est comme ça. Je dis, pour telle chose, il faut faire comme ça, comme ça. S'il y a un coup de main, je peux t'apporter. Tel appareil, achète-le parce que moi, quand je l'ai acheté, voilà ce que ça fait. J'ai commencé par lui dire ce que je fais, sans crainte. Il était étonné parce que pour lui, mais c'est bizarre. Qui est ce bizarre-là qui vient exposer tout ce qu'il fait? Et je lui ai répondu, je le fais. Il m'a demandé après. Il me dit, mais bon, vraiment, il s'est excusé. Parce que c'est en cause de ça qu'il s'était un peu caché. À un moment, il voulait que les choses mûrissent avant de m'en parler. Moi, je comprends, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, tout ce que je t'ai dit là, tu sais bien que c'est vrai. Je ne t'ai rien caché.
Il dit, c'est justement ça qui me surprend que je n'arrive pas à comprendre. Mais qui est celui-là qui vient tout te dire? Je dis, je t'explique. Demande-moi pourquoi je fais ça. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que tout ce que je t'ai dit là, moi, dans 6 mois, j'ai déjà dépassé ça. Je suis quelqu'un d'insatisfait, naturellement. Tout ce que je t'ai dit là, c'est vrai aujourd'hui. Mais moi-même, je ne le vois plus vrai même dans 6 mois. Je suis déjà en train de travailler. Dans 6 mois, je vais dépasser ça. Donc, si tu prends ça, tu implémentes et tu dors, c'est ton problème. Moi, je t'aide juste à aller plus vite, mais si tu l'implémentes, et moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur. La tête, c'est ce que moi, j'adore encore. Et ça, non, il n'y a rien de plus bénéfique dans la vie. La concurrence, c'est trop beau. Wow, la compétition, j'adore. À des moments donnés, je suis obligé de susciter ça. Parce que c'est ça qui t'amène à te sentir vivant. Quel est l'intérêt? Comme tu dis, tu es premier sur 1. C'est quoi l'histoire? On dit, il est premier. Combien d'élèves il y a dans la classe? Il est le seul. Mais l'autre, il est premier sur 30. Vous n'aurez jamais, vous êtes tous les deux premiers, hein, mais vous n'allez jamais avoir le même niveau de considération qu'on vous accorde, c'est clair. Donc, parfois, à un moment donné, il faut même souhaiter la compétition. C'est ça qui révèle. Quand il y a la compétition, ça te sort. Ça t'amène à sortir ce qu'il y a dans tes tripes et tu deviens meilleur. La vraie compétition, je vous assure, ça rend tout le monde meilleur. Imaginez un environnement concurrentiel où vous faites peut-être, vous êtes du même secteur. Ça va vous amener déjà, vous allez voir que chacun va être dans le même secteur, mais va commencer par se différencier. Parce que les nouvelles stratégies vont naître. Si je ne fais pas ça, l'autre va me dépasser. C'est comme ça qu'on doit faire la compétition. Et non, tout du maraboutage, du cannibalisme. Mais on perd du temps, c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Alors qu'on peut faire de la compétition saine et grandir nous tous. Si on le fait, qui gagne? C'est le pays qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà comment est-ce qu'on peut, si tant qu'on veut vraiment se faire la guerre, on peut se faire la guerre de façon saine. À travers la compétition. C'est ça. Faisons la guerre comme ça. Ailleurs, vous allez voir les gens, et regardez aujourd'hui comment Mercedes et BMW se font la guerre. Audi, tout ça. Ils font la guerre au point où ils captent l'attention et tout le monde va vers eux. Parfois, mais il y a des marques qui ont fait exprès, puis ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du capital. Et quand tu penses que tu as feinté le pot aller chez l'autre, chez son concurrent, tu as juste parti lui donner de l'argent autrement, c'est tout. Exactement. Parce qu'il a compris ton mindset. Tu aimes l'adversité. D'accord, on va jouer sur ça. Je vais te faire croire que tel est mon ennemi et tu vas tourner autour de nous. Ils te mettent dans un marché de boucle et tu es dedans. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, c'est comme ceux qui achètent du iPhone qui disent Samsung, c'est pas forcément moi ce que je veux. Ils ont réussi à se positionner et qu'est-ce qu'ils font? Le problème, c'est que quand tu achètes iPhone, tu fais gagner de l'argent Samsung. Donc il y a ce mindset-là qu'il faut qu'on développe. L'autre chose, c'est les entreprises familiales qui manquent dans nos pays. Les plus puissantes au monde, si vous regardez, sont des entreprises familiales. Vous allez voir depuis 1700, 1800. Il faut qu'on puisse avoir aussi cette culture. Que l'entrepreneuriat ne soit pas quelque chose d'assez individuel. Quand tu es individuel en entrepreneuriat, tu es fragile. On peut t'éteindre plus facilement. Mais quand c'est collégial, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour se dire, dans 15 ans, 20 ans, je dois léguer cela à ma progéniture. Pas forcément qu'il soit CEO. Il peut forcément être actionnaire ou autre, ou être dans le conseil de surveillance ou d'administration sur l'un des cas. Donc, il faut qu'on ait cette culture-là. Il y en a, ils pensent que bon, lorsque l'entreprise, c'est pour moi. Dès que moi, je veux quitter la vie à ma vieillesse, là, je vends tout, je mange, et puis bon, ça s'arrête. L'enfant même n'a qu'à créer pour lui. Sinon, moi, je vais pas encourager la paresse. C'est complètement idiot. Des gens ayant fait cela, et ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Dangote vient de léguer quoi à ses filles, n'est-ce pas? Ça va probablement continuer. Et il va toujours grandir, l'empire va continuer. Il faut qu'on ait aussi cette culture. Il faut qu'on ait aussi cette culture-là d'entrepreneuriat familial. C'est aussi important. Tu sais, je vais te répondre comme le bon Togolais. Tu dis tout ça, mais nous, on a faim. Oui. Et tu parles de crédit dans l'entreprise, de faire des trucs et tout ça. On va trouver l'argent où pour le faire. Il faut avoir le sens des priorités. Moi, je dis aux gens, vous pensez que quand j'ai pris 29 750, le détail sont 105, je vais jamais oublier ce montant parce que j'en avais pas beaucoup. 29 750 pour aller au CFA créer entreprise, après 5 000 francs CFA pour aller créer compte bancaire là. Vous pensez que je ne pouvais pas prendre l'argent là, aller mettre internet et aller surfer sur, bon, il n'y avait pas encore TikTok, sur Facebook et autres, et peut-être voir qui j'allais trouver insulté. J'aurais pu faire ça, c'est un choix. Ou peut-être inviter des amis en un week-end, quel week-end? En 5 minutes dans une buvette, on a fini ça. Donc, c'est une question de priorité. Moi, je suis pris. Regardez les bonnes dames du marché, là, tu sais ce qu'ils font? C'est qu'elles font, pardon. Les bonnes dames du marché, tu sais ce qu'elles font parfois. Et je rigole. Je dis bien. Quand elles se plaignent, parfois quand tu vas acheter, parce que moi, je fais le marché, quand elles se plaignent, ah non, mon frère, pardon, augmente 100 francs. Je te dis, je ne gagne pas grand chose, hein. Ce n'est que ça. Tu as pas même parfois pitié, tu augmentes de l'argent, tu laisses la monnaie. La même là. Attends de la voir samedi matin. Elle va te dire qu'elle a un obsèque lié à la grand-mère, la sœur de la grand-mère,
d'une de ses anciennes voisines qui est décédée dans un village à 50 kilomètres. Elle a dépensé 25 000 le week-end là pour aller au moins là-bas. Elle a donné participation. Et c'est le vendredi matin qu'elle a appris ça. Mais avant 18h, elle a déjà le pain. C'est vrai. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est la même qui viendra lundi pleurer pour te dire, pardon, augmente 100 francs. Mais comment est-ce que vous faites? C'est ça, en fait, le sens des priorités. Donc, le plus important, c'est pas l'argent qu'on a. C'est comment on le dépense et dans quoi on met cela. Là, regarde tout l'équipement que tu as fait la nuit et tout cela. Tu aurais pu faire autre chose. Non? Oui, c'est vrai. C'est clair, tu aurais pu faire. Mais c'est le sens des priorités. Tu sais ce que tu veux. Tu fais un petit sacrifice. Mais tant qu'on va penser que l'argent doit venir d'ailleurs et que bon, nous, on peut faire ce qu'on veut, c'est quand on finit de faire tout ce qu'on veut, que ça reste là, c'est ça qu'on va investir. Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment te sacrifier. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Et il faut être prêt à ça. Tu sais, tu dis ça me touche personnellement, tu sais, parce que tout le sacrifice que j'ai eu à faire pour la nuit, je pense que si on dit aux gens de passer par là, Ouais. ils vont pas accepter. Des sacrifices de fou. On ne mangeait pas. On n'a même pas d'argent pour manger. Mais il faut acheter ce matériel-là. Quand l'argent vient. Surtout que ça coûte très cher dans votre domaine en plus. Quand l'argent vient, ça part. L'argent vient. Tu sais, l'argent que tu as, mais avant de venir, c'est déjà parti. Avant de venir, c'est déjà parti. Tellement on dort le ventre vite, quoi. Parce qu'il y a un objectif. Oui. Ok. Et c'est aussi ça, tu sais, et moi je dis qu'il faut que les gens partagent aussi. C'est vrai sans exagérer. Oui. Il y a parfois un peu d'exagération. Moi, oui, pour faire, ils veulent rendre agréable. J'ai commencé à 6 ans. Oui. Ah, il faut dire la vérité aux gens. Moi, par exemple, quand je parle, je dis à des gens, j'ai bénéficié de certaines choses. C'est pas honte de le dire. Oui. Je dis, c'est vrai, j'ai galéré sur des plans, mais il y a les endroits où vraiment Dieu m'a donné la chance. Et ça m'a permis d'aller plus vite. Je le dis honnêtement. Le fait que, par exemple, moi, j'ai quitté la Banque Ouest-Africaine de Développement pour créer mon cabinet, c'était un atout pour moi. Mais je vais pas dire non, j'ai souffert. Non, au début. Moi, pour mon cabinet, je n'ai pas énormément souffert au début. Parce que je savais dans quoi je rentrais, je savais avec quoi je venais, la chance que j'avais. J'ai utilisé ça. Donc, il faut pas venir mentir aux gens pour dire non, j'étais pas à telle personne. Non. Certes, je quittais déjà cet endroit et ça m'a donné un crédit. Quand je contactais les entreprises pour dire bon, voilà pour vos marchés de formation, est-ce que vous pouvez m'intégrer, j'ai des offres. Et vous savez ce qui est ironique, là, ça se fait, c'est-à-dire, c'est terrible. Est-ce que tu sais que lorsque j'ai créé mon cabinet, 3 mois après, je pense que c'est ma deuxième formation que je devais organiser, je pense, à Lomé ici, et au Bénin de façon conjointe. Est-ce que tu sais que j'ai fait des courriers bien rédigés, avec des offres imprimées, et je suis allé à la poste. J'ai ciblé des entreprises ivoiriennes, sénégalaises et autres, et j'ai envoyé à ces entreprises-là. Je connaissais personne là-bas. J'ai envoyé. J'ai sacrifié les petits sous que j'avais dit, bon, je vais envoyer, on va voir. J'ai dit, je peux pas me limiter au Togo, au Bénin tout le temps, non, il faut que... J'ai envoyé. De façon ironique, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers gros clients sénégalais et ivoiriens, que je ne connaissais même pas. Tu reçois un mail comme ça, on me dit, vous avez déposé une offre, nous sommes intéressés, on vous envoie tel nombre de participants, veuillez envoyer vos références bancaires. C'est comme ça ça commence. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Des gens te disent, quand tu dis à des gens, il faut faire telle chose, vous savez la question qu'ils vous posent. Quand tu dis à quelqu'un, va à tel endroit, il te dit, qui je vais voir là-bas quand j'irai. Parce qu'on lui a mis dans la tête que si tu ne connais personne, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer comme ça. Aujourd'hui, j'ai des clients sénégalais, ivoiriens de toutes les nationalités la plus institutionnelle. Je peux vous assurer, ce sont des clients que je ne connaissais pas. C'est pas comme on m'a dit, il y a certes des entreprises où je connaissais des gens, mais ça ne fait pas 10% de mon portefeuille. Jusqu'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Je dis, mais c'est hors de question. C'est pas parce que je ne connais pas quelqu'un quelque part que je n'aurai pas des chances. Donc, il faut arrêter ça. À des moments donnés, il faut faire ce que toi, tu dois faire de façon correcte. Ça payera. Pour les recrutements, il te dit non, je ne vais pas aller déposer mon offre parce que moi, je ne connais personne là-bas. C'est mon dossier qu'on va utiliser pour légitimer les autres, c'est hors de question. Mais dépose, frère. Si tu es vraiment compétent, même s'il y a quelqu'un de mauvaise foi là, qui avait envie de mettre quelqu'un, son cousin, quand il va voir ton dossier, il va dire bon, aujourd'hui, je mets mon cousin, hein, c'est ce que j'avais prévu. Je ne mets pas mon plan à l'eau. Mais ce dossier-là, déposez-moi ça. Ça pourrait être intéressant. C'est toujours bon pour toi. Donc, il faut cesser cette fatalité. Ça revient encore au mot fatalité, hein. On pense que tant qu'on ne connaît personne quelque part, c'est fini, on est mort. Nous, les enfants de pauvres, on n'a personne quelque part. Tu n'as personne, tu as ta compétence. Il faut la mettre devant. Quand tu vas l'exposer, ça va briller, il n'y a rien à... On peut pas cacher ça. Donc, il y a ce conseil aussi qu'il faut donner aux gens et qui ne soient pas vraiment exagérément fatalistes. Je ne connais personne. Moi, je ne connaissais pas des gens dans des pays, mais c'est dans des pays où j'ai travaillé. Je vais te dire un truc. Je vais partager une mentalité que moi j'ai.
Nous sommes dans une condition où les gens sont médiocres. Les gens sortent pour afficher leur tard. Les gens ne se préparent pas avant de se lancer. Et moi, j'ai toujours dit, comment est-ce que tu veux concurrencer ceux qui font mieux que toi si toi-même, tu veux commencer par, on va commencer en attendant. J'ai toujours combattu cette mentalité avec la dernière énergie, quoi. Tu veux faire un podcast. Tu sais que les matériels qu'il faut pour le faire, d'accord? Soit tu es intelligent, tu collabores avec des gens qui ont des matériels, vous le faites, soit tu prends le temps d'économiser, d'avoir des priorisations, d'économiser pour acheter les matériels qu'il faut et d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir lancer. Et aussi, ça, ce que je dis aux gens, ce n'est pas parce que c'est toi qui as l'idée du projet que c'est toi qui es la bonne personne pour pouvoir conduire ce projet-là. Donc, quand tu vas en arrière, tu travailles dur pendant que les gens, parce qu'on sait que les gens vont continuer à afficher le tas, à montrer leur médiocrité pour dire que c'est ce qui est meilleur. Mais pendant que tu travailles, le jour où tu vas sortir ton projet, ton produit, mais, comme tu l'as dit, il n'y aura que toi qu'on va voir. Parce que tu fais de la qualité, parce que tu n'es pas sorti pour comme les autres, quoi. Cette différence-là, on va le voir, dire, ah oui, dans le top 1, il y a ça. C'est compliqué. Oui, mais comme je l'ai dit, il y a un travail d'éducation à faire. Énormément d'éducation. Parce que si on commet l'erreur de penser que c'est quelque chose qu'il faut combattre, ceux que tu veux éduquer vont devenir réfractaires. Il faut éduquer. Il faut trouver la stratégie. Je le dis parce que c'est mon métier aussi d'éduquer, d'être dans la pédagogie et tout. Il faut trouver les meilleures techniques parfois pour amener. Je t'ai raconté un peu l'histoire de ma voisine de quartier qui vendait des fruits. Tu as vu, en quelques minutes, elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc, imagine si tout le monde comprend les choses de cette manière. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose, comme tu l'as dit, le mot est revenu. Je suis très attaché à cela, c'est la qualité. La qualité, pourquoi? Parce que les gens ignorent à quel point ils sont des ambassadeurs. Moi, la première fois, aujourd'hui, l'une de mes plus grandes bases de formation, c'est aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. C'est le pays où je forme le plus d'ailleurs aujourd'hui. Beaucoup plus que même en Afrique subsaharienne. Déjà, mon reméné, toi là, comment tu as fait pour aller, tu fais là-bas, comment tu fais, tu connaissais qui là-bas? Je dis, certes, j'avais des gens que je connaissais là-bas, mais c'est pas par eux que j'y passé. La première, ils m'ont même fait la guerre, les premières fois, ils m'ont dit, toi, tu viens tout le temps dans ce pays, mais tu nous évites. Je dis, je vous connais, mais je suis pas dépendant de vous, et je sais que vous aussi, vous êtes des soucis. On dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Je dis, mais est-ce que vous savez que moi, je suis juste allé sur le net, j'ai regardé dans quel pays je pouvais faire qui pouvait intéresser les gens. Vous savez ce que j'ai fait? Mais j'ai pas cassé la tête, hein. J'ai pris mon billet d'avion moi-même. J'ai dit, j'irai visiter ce pays-là. La première fois que j'allais à Dubaï, j'ai pris mon billet d'avion moi-même. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis, je suis resté dans un hôtel. J'ai passé mes journées. Je dors après, je me promène, j'identifie les choses. C'est ce que j'ai fait. Et après, je suis revenu, j'ai dit, voilà, ici, on va commencer les formations. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je l'ai fait dans d'autres pays aussi. Donc, je ne suis pas resté à dire, non, vraiment, je ne connais personne là-bas. Qu'est-ce que moi je vais faire? Non. Je suis parti, moi-même, prendre mon billet d'avion, j'ai pris mon Éthiopienne, je suis parti m'asseoir là-bas, j'ai fait ce que je devais faire, je suis revenu. Aujourd'hui, c'est là que je forme plus qu'ailleurs. Donc, il y a ça aussi qu'il faut qu'on enseigne aux gens. Et il faut travailler dans la qualité. Les hôtels où moi je travaillais pour la première fois, est-ce que tu sais que ces hôtels-là, aujourd'hui, même parfois, quand on se voit, j'ai honte. Ils disent, non, toi, tu nous as fui. Je dis, mais je suis passé à 4 étoiles, 5 étoiles, frère. Je ne peux pas être en train de travailler avec vous en 3 étoiles, et l'année prochaine, c'est encore dans 3 étoiles, me voir. Moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le client qui m'avait vu dans 3 étoiles, là, 2 ans après, quand il me dit, mais mon frère, on est où maintenant? Quand je lui dis là, on est, il faut qu'il sache que oui, là, ça a changé. À Dubaï, je fais mes formations, par exemple, au Jevora Hotel. Pour ceux qui connaissent, c'est l'hôtel le plus haut du monde. C'est le Guinness Record. Et si tu es au quartier financier de Dubaï, parfois tu es obligé de payer cher pour ça. Mais, il y a quelque chose que tu gagnes de là de l'argent, hein. Quand tu regardes les yeux de ceux avec qui tu es venu travailler, tu sens la satisfaction. Tu sens, quand tu rencontres les témoignages, tu es content, ça dépasse. Non, il faut que les gens puissent travailler et mettre de la qualité dedans. Il y a cette dynamique là où les gens aiment la débrouillardise. Parfois, même lorsqu'ils ont les moyens de faire de bonnes choses, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à dire non, faut pas exagérer. Et toi, lorsque tu fais de la qualité, on trouve que tu es un extraterrestre ou que tu exagères. Je dis, mais non, c'est la norme ça. Tu peux être dans un business et mal faire les choses ou tu fais les choses de façon approximative. Et quelqu'un, vous savez ce qu'il m'a dit? Quand je lui ai dit ça, il dit, toi, tu ne veux pas travailler beaucoup au Togo. Les Togolais ne vont pas beaucoup consommer ton truc, ton produit. Il dit, pourquoi? Il dit, le Togolais n'aime pas ce qui est trop sophistiqué. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, non, si tu fais trop sophistiqué, là, ça va le faire fuir. Il faut lui faire les trucs basiques. Même quand tu peux, il faut lui faire les trucs basiques. C'est ça, il aime.
Tu dis, mais on ne peut pas continuer dans la médiocrité quand même. Moi, quand je vois, je suis pas de nationalité togolaise, même si je me réclame aujourd'hui par adoption togolais, mais quand je vois, c'est le pays que je vends. Pourquoi? Ailleurs, des gens me disent, ouais, alors, frontière de quel pays? Quand je dis, je viens du Togo, parce qu'on ne dit jamais je viens du Bénin, je ne suis pas au Bénin de façon permanente, je viens du Togo, on me dit, ouais, le Togo. On dit, c'est quel pays ça? Je dis, c'est entre le Nigeria et le Ghana. On dit, ah, ok, on reconnaît. D'accord. Ah bon, des jeunes de là-bas, vous travaillez comme ça? C'est un petit pays. Je dis, oui. Ok. Et le pays, il est comment? Quand je dis, ah, c'est un pays dirigé par, on a un président, il s'appelle Faure Gnassingbé. Ils disent, bon, c'est qui? On ne le connaît pas. D'autres vont sur le net, ils checkent. Ah, ok, c'est lui, oh, un président. Je dis, non, Adebayor's country. Ah, si c'est Adebayor, ah oui, oui, on connaît. Vous voyez? Il est plus connu que le président togolais ailleurs. C'est ironique. Non, c'est réel. Parce que chacun doit, dans son domaine, travailler pour devenir le meilleur. S'il avait été un abruti, je suis pas sûr qu'on parle de lui. Ou j'aurais même honte de dire que je viens de son pays. Et c'est ce que moi-même je dois faire. Je me suis dit, mais si eux ils font ça, moi-même, je dois travailler correctement. Je dois respecter d'abord les règles du pays où je vais. Je vais travailler correctement, faire dans la qualité pour que les gens se disent, waouh, c'est quelqu'un qui vient du Togo qui est en train de faire de bonnes choses comme ça dans l'autre pays. On ne savait pas que ces gens étaient capables de faire. Donc, on est des ambassadeurs, en fait. Quand tu fais la qualité, ça se saura toujours, ça se paye, ça va toujours payer. Donc, il faut vraiment, comme tu l'as dit, que les gens sachent bien faire les choses. C'est une culture, il faut qu'on ait la culture de vouloir bien faire les choses. C'est normal, c'est légitime. Tu sais, Kibou, actuellement, je travaille sur un projet de l'EIF, qui est le projet Déclic. Formez-vous au marketing numérique. Formez-vous au numérique. Oui. Tu vois. Et pour la cohorte passée, j'ai 130 apprenants de la francophone à ma charge. Il y a un truc qui m'a... Genre, quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a tellement choqué, ça m'a fait du bien, tu vois. Quand nous faisons des sessions en visioconférence et tout, et on a un groupe WhatsApp dans lequel on discute souvent, tu vois. Et il y a les Haïtiens, beaucoup d'Haïtiens. Dans une des discussions, il y a une Haïtienne qui dit à ses compatriotes, les gars, faisons bien tout ce qu'on doit faire ici. On a un pays à construire. C'est la première fois que moi je lis un truc comme ça, je me dis, waouh. Je pense qu'il faudrait que les Togolais comprennent que chaque action, chaque geste qu'ils doivent faire, chaque projet qu'ils doivent sortir, qu'ils ne le font pas pour eux, mais qu'ils le fassent pour le Togo, pour le pays. Et je pense que à cette hauteur-là, ça va être complètement différent comment ils vont concevoir le truc en fait. Et c'est ça le problème. Le Togolais travaille pour lui. Il ne travaille pas pour le pays, alors que dehors, c'est le pays qui doit être concurrentiel en fait. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Tu as parlé de l'OIF par exemple, mais à l'OIF, on va pas savoir qui est de Tchévier, qui est de Lomé, qui est de Gara. C'est pas le problème. C'est Togolais, on sait. Et Gara, toi, si un Togolais fort là-bas, on va dire on va pas dire le Togolais qui a fort, on va dire les Togolais sont. Tu imagines le danger? C'est-à-dire, à cause de toi seul, on est capable de taguer tout un pays à cause de toi. Est-ce que tu vois la charge morale? Mais imagine qu'à cause de toi seul, à cause de ton comportement, que des gens changent d'idée sur un pays. Tu vois ce que tu as pu faire? Tu vois la puissance? C'est-à-dire, à cause de toi seul, des gens se sont dit, mais on me l'a dit une fois. Les Béninois, non, je pensais qu'ils étaient trop comme ça. Mais toi, apparemment, tu es différent. Mais je dis, mais Dieu merci. Ça veut dire que j'aurais pu vendre mon pays, juste à cause de quelques intérêts, j'aurais vendu mon pays. J'ai dit, mais c'est grave. Faisons attention aux actes qu'on pose. Oui. Ça, c'est même encore nos petits nationalismes. Mais allons-y par rapport aux Africains. Ailleurs, tu mets la tête, tu es africain, mais déjà, c'est partir des préjugés. Mais quand tu réussis à faire certaines choses, on te demande tu es de quel pays. Quand tu dis, on dit ce pays-là, on respecte ce pays désormais. Parce que là, apparemment, il y a des têtes. Il y a tant. Donc, on est des ambassadeurs. Et le travail là doit se faire. Il faut que, comme tu l'as dit, qu'on cesse de penser uniquement à nous-mêmes. Aujourd'hui, l'une des meilleures manières, comme on le dit, qui peut le plus, peut le moins. Si tu décides de travailler pour le pays, tu travailles automatiquement pour toi, c'est clair. Oui. Donc, faut pas penser que parce que tu vas décider de travailler pour ton pays, tu ne travailleras plus pour toi, mais c'est pas vrai. Tu travailles toujours pour toi et accessoirement. Non, tu travailles même pour toi et accessoirement pour le pays. Et tu vas même peut-être te rendre compte à un moment donné, c'est le pays mais qui va devenir principal alors que tu ne t'y attendais pas. Ailleurs, des gens me disent, ah, c'est dans ton pays. C'est-à-dire, on va même pas connaître ton nom, mais on va connaître le nom de ton pays. C'est ça. Ça va prendre le dessus. Et ça,
c'est une source de fierté. Parce que tu te dis, grâce à moi au moins, ça va ouvrir la porte à d'autres. Quand ils vont entrer désormais, on va plus les prendre avec des préjugés. On va leur donner au moins l'opportunité de démontrer ce qu'ils savent faire. Mais imagine que tu as, comme le disent les Ivoiriens, tu as zaï. Aïe, 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 aïe. Si les gens même appris que c'est à cause de toi, qu'on leur a fermé la porte, ils vont te chercher et te traquer. Parce qu'ils vont dire, voilà des cons, à cause de qui nous, aujourd'hui, on nous a fermé les portes. Et c'est comme ça, l'humain, parce que tu sais, l'une des choses les plus compliquées aujourd'hui, c'est la réflexion. Tout est fait dans notre environnement pour qu'on ne réfléchisse pas. Tout est conçu pour qu'on croie sans réfléchir. Donc, réfléchir est devenu tellement un exercice très compliqué que les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont des préjugés, ils fonctionnent en fonction. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'être dans les bons préjugés. C'est tout ce qu'on doit faire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une réalité que peut-être les gens qui sortent doivent comprendre. Tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes des ambassadeurs. Quand tu es dans le pays et malgré toi, quand tu es à l'extérieur, quand tu es togolais, tu es béninois, tu es africain, tu es à l'extérieur, tu n'es plus de ton pays. Tu représentes, en fait, tu ne te représentes plus. Même la couleur de peau joue. C'est ça. Tout. Ça veut dire c'est une charge. Donc, je ne sais pas si les gens sont conscients et quand ils vont ailleurs, ils font des bêtises. Je dis, mais vous n'avez même pas conscience de ce que vous êtes en train de faire. Vous, ailleurs, on va vous arrêter parce que c'est même carrément une atteinte à la sûreté de l'État, de ton pays. Oui, oui. Normalement, on devait t'arrêter. Parce que toi, tu es en train de gâter l'image. Regardez parfois les efforts diplomatiques qui sont faits pour restaurer des confiances à cause de quelques individus. C'est ça. Et vous savez ce qu'ils font? Ils font faire la pagaille. Mais quand ça pète, ils ne comptent pas à courir, appeler l'État au secours. Je dis, mais normalement, ces États-là devaient même vous piocher et vous régler votre compte parce que c'est à cause de vous qu'on est en train de dégrader nos notes ailleurs. Il y a des endroits, tu vas, tu dis, tu es de certaines nationalités, mais tu es foutu. C'est vrai. Tu es foutu parce que tes prédécesseurs ont déjà gâté là-bas. Ils ont déjà suffisamment gâté. Toi-même, tu sens parfois, quand tu te demandes tu es de quel pays, moi, j'ai la chance de jouer, hein. C'est ce que je fais souvent. Je dis, quand on me dit, non, je suis béninois. Quand je vois que Togolais ne va pas marrer, il dit, non, je suis béninois, hein. Quand on dit, tu es d'où, je dis, non, je viens du Togo. C'est ça. Vous voyez, bon, moi, je joue avec ça, mais quand le veut un autre Togo, Bénin, c'est deux lopins de terre. Ouais. C'est tout petit, mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que c'est nos familles d'abord. Regardez la fierté que ça fait quand tu portes certains noms. Moi, j'ai dit, l'héritage que moi, je vais laisser à mes enfants, j'en ai 3 pour le moment, par la grâce de Dieu, c'est le nom, hein. Mais il faut que le nom là leur ouvre des portes. Que lorsqu'ils aillent quelque part, que lorsqu'ils disent, lorsqu'on leur demande, quand je ne serai plus de ce monde, qu'on leur dit, tu es l'enfant, tu connais un certain Akiuba Sabimousse, qu'ils disent sans hésiter avec fierté, oui, c'est mon père. Ça, c'est l'héritage, ça. C'est pas je lui ai laissé me lier comme ça va partir en une journée s'il veut, le nom. Mais si je me comporte mal, quand mes enfants iront quelque part, on va leur demander, vous connaissez Bassabi Moussé? Ils vont dire, bon, on parle le même nom, hein, bon, tu sais, la famille est grande. Il a peur de s'afficher parce que toi, tu es déjà venu gâter. Et au même moment, tu dis dans ta vie, quand tu vivais, tu disais que tu aimais ton enfant, mais voilà ce que tu lui crées. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ont envie d'aller au niveau de la tombe de leurs parents et d'y mettre le feu même parfois. Pour malheureusement les comportements que les parents ont fait, qui sont en train de les rattraper aujourd'hui. C'est-à-dire, ça leur pourrit la vie déjà. J'en connais quand ils te parlent, des gens te parlent des gens parlent de leur père, de leur défunt, avec animosité. Vous imaginez? Comment on en arrive là? Et ça, je me suis dit, mais si je ne fais pas attention, moi-même, ça va m'arriver, hein. Mes enfants vont commencer, ils vont lyncher ma tombe si je ne sais pas faire. Donc ça, c'est d'abord au niveau familial. Ouais. Aujourd'hui, imaginez, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui profiteront de ton nom. Il y a la preuve. Qu'est-ce que je t'ai dit avant qu'on ne se croie? J'ai dit, je suis un ami de tel. C'est ça. Parce que je sais qu'en disant, je suis un ami de tel, tu vas dire non, si c'est un ami de tel, là, c'est que forcément, bon, ça peut aller. Je pense que mais tu me l'as dit. Juste... tu me l'as dit. Mais imagine ce monsieur, notre ami commun là. Si il n'était pas bien avec moi et bien avec toi. C'est ça. Si tu me demandes si je le connais, il a dit non. Bon, c'est une connaissance vague, hein, c'est même quelqu'un. Tu vois, c'est ça en fait qu'on fait. Famille. Nos localités respectives. C'est vrai. Nos cultures. C'est pourquoi on dit les gens de telle zone, là, faut pas qu'ils marient les gens de telle zone. À cause de peut-être 2 individus qui sont battus à cause d'un champ. Il y a 50 ans, c'est fini. C'est ça. Quand tu te demandes pourquoi c'est comme ça, on dit bon, eux, ils ne savent pas, mais que c'est comme juste. Ça. Non, telle localité, il faut pas on ne marie pas. Dans nos familles, on ne marie pas. Tu te demandes pourquoi. Bon, expliquez-moi, moi, je vais comprendre ou enseigner moi. Mais on dit, mais qu'on ne sait pas que c'est comme ça, hein. Juste parce que 2 personnes se sont battues sur un champ où ils ont eu un mauvais comportement. Regardez ce que ça induit sur des générations. Et on perd. On perd parfois des chances de se mettre ensemble. Il y a des gens qui veulent faire des business, quand il apprend que de telle localité, ils diront, lui, là, c'est forcément un roublard, je ne ferai pas business avec lui. Et ferme les portes. Voilà comment on se cannibalise dans nos petits pays. Donc, tu vas jouer ta famille, ta région, ton ethnie même encore, ta nationalité,
Peut-être même encore ta religion. Peut-être même encore. Moi, aujourd'hui, je pratique l'islam. Mais à des endroits donnés, les gens me disent, pourquoi toi, tu es différent des autres? C'est ce que d'autres me disent. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont vécu, hein. Ils me disent, mais toi, tu es différent des autres, hein. Pourquoi c'est comme ça? Toi, apparemment, tu comprends mieux certaines choses, tu es plus tolérant, tu es plus ouvert, tu n'es pas fermé. Je me dis, mais je suis aussi un ambassadeur. La manière dont je vais me comporter là, c'est comme ça qu'on va prendre aussi les autres. Donc, vous voyez le nombre de paramètres. Maintenant, ta nationalité, ton continent. Si tu ne sais même pas faire maintenant, ta couleur de peau. C'est ça. C'est là. Ailleurs, tu vas aux États-Unis, par exemple, dans certaines rues, quand tu entres, toi-même d'abord, quand tu vois tes frères noirs dans un couloir, je te dis, mon frère, quand tu rentres dans le couloir là, tu les vois, ils sont sur le téléphone, ils ont une posture qu'ils adoptent souvent contre le mur, en train de faire comme ça. Quand tu rentres, quand tu regardes dans le couloir là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu retournes. Tu préfères passer dans un couloir, il y a d'autres couleurs de peau. Je ne vais pas citer. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à inspirer confiance entre nous. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui reviennent toujours à la base. C'est le travail d'éducation qu'il faut qu'on fasse. Oui. Il ne faut plus qu'on élève les gens dans la peur. Il faut qu'on les élève dans la prudence. C'est différent. Mais dans la peur, non, on nous inculque trop de peur. Regardez, non, les sorciers du village, si tu vas au village, on va au village comme ça, tu vas mourir, on va te tuer. Les gens vont tout le temps. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais il faut qu'on t'apprenne plutôt de la prudence. Mais la peur, c'est dangereux. Parce que la peur, c'est ça qui fait que des gens deviennent dangereux aussi. Il y a des gens, quand tu vois leur comportement d'hostilité, c'est pas qu'ils ont quelque chose contre toi, ils ont peur en fait. C'est la peur qu'ils essayent de contrôler, c'est cette peur-là qui se matérialise en adversité. Oui. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, mais tu ne sais pas parfois que quand quelqu'un t'attaque, tu penses qu'il t'aime ou qu'il te déteste, d'après toi? Quand quelqu'un t'attaque, tout le temps, t'as dit, il t'attaque, il t'aime ou il te déteste? Les gens diront qu'il te déteste. C'est possible. Oui. Mais tu sais que c'est possible que ce soit parce qu'il t'aime. Oui, aussi. Et tu sais ce qui est même au-delà de l'amour, il y a quelque chose il t'admire peut-être, mais il peut pas le dire. Parce qu'il voit en toi ce que lui aurait voulu être, mais qu'il n'arrive pas à être et ça le frustre. Donc c'est pas qu'il te déteste au fond, c'est il t'admire. Et c'est de l'admiration mal canalisée qui se transforme en adversité. Donc parfois il y a des gens, il faut bien regarder, ils te font tous les faux coups, il faut pas les en vouloir parfois. Prends tes dispositions juste, c'est parce qu'ils t'admirent au fond d'eux. Ils peuvent pas le dire, ils ne l'acceptent pas. C'est au fait ça. Et moi, il dit souvent, qu'on me dit, qu'est-ce que tu fais à ce genre de personnes? Je dis, je travaille davantage encore pour que sa frustration augmente. Tant qu'il va pas comprendre qu'il faut qu'il bosse, et puis voilà. Tu sais, quand on s'est vu pour la première fois, tu me disais les raisons pour lesquelles tu veux venir dans la nuit. Parce que il y a une ouverture, on parle vraiment, comme tu l'as dit, tu vois. Quand j'ai lancé le podcast, il y a une réaction qui m'a un peu étonné et en même temps m'a ravi. C'est pas un podcast togolais. Tu vois, c'est un mode non. Parfois, ça m'a frustré. Je me dis, non, mais, genre, ok. Qu'est-ce qu'il croit, quoi? Oui, que le Togo n'a pas produit autant de choses, autant de qualité, et en même temps, ok. Maintenant, ils savent que ça peut venir du Togo aussi. Il y a un truc aussi, tout à l'heure que tu as dit, c'est de l'admiration mal canalisée que les gens, ils attaquent les autres. Tu vois. Et je pense que l'Africain, le Togolais, doit développer cette intelligence-là, d'aller vers l'autre pour lui dire, allez, ce que tu fais là, c'est incroyable, j'adore. Voilà. Et malheureusement, les Togolais, les Africains qui le font, sont plutôt les gens de l'extérieur ils ont vécu dans un environnement qui a changé un peu la mentalité, qui arrive à faire ça. Togolais ne peut jamais le voir Togolais pour lui dire, allez, ce que tu fais là, non. C'est trop bien, j'aime trop, félicitations pour tout ce que tu fais. Si tu as besoin d'aide, viens me voir, quoi. Comment est-ce qu'on peut collaborer? Oui, c'est compliqué. On dirait que quand je vais aller vers lui, il va me prendre de haut. Mais gars, tu vas apprendre comment? Et ce qu'il fait, tu n'arrives pas à le faire. Montre que tu aimes peut-être que si tu fais un truc, que peut-être il avait peur de te dire. C'est vrai. Mais quand tu le fais, ça dit, tu dis, gars, moi aussi, ce que tu faisais là depuis. Il y en a qui se rencontrent aujourd'hui, j'ai vu dans des rencontres qui se disent, mais, les gars, on a perdu du temps finalement. Vous voyez, depuis 2 ans, on aurait pu. Parce que pendant 2 ans, ils étaient dans des séries de craintes, de risques perçus. Il a fallu peut-être même une personne lambda, peut-être quelqu'un qui est venu, c'est autour de cela qu'ils sont réunis, sont parlés, ils ont compris qu'en fait, ils auraient pu être complémentaires sur les activités. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, c'est vrai que ça commence par venir. On n'a pas aussi la culture du réseautage. Normalement, aujourd'hui, on devrait savoir le nombre de personnes et leurs identités complètes qui font des podcasts ici, au Togo.
en temps réel. On devrait avoir ça. Donc, du réseautage. Qui sont ceux qui sont dans le même domaine que moi? C'est pas forcément une approche concurrentielle, c'est une approche de complémentarité. Moi, j'ai vu ça, vous savez, chez qui, de façon frappante, chez les Arabes. Au Maghreb, quand je travaillais au Maghreb, c'est des gars, tout à l'heure, quand tu lui dis, est-ce que je peux te prendre cette plage hebdomadaire là pour une activité? Il se dit, malheureusement, c'est déjà booké. Mais rassure-toi, il y a mon frère là qui est là rapidement. Il sait déjà automatiquement avec qui orienter ça. Automatiquement. Pourquoi? Parce que pour lui, d'accord, je paie, mais mon pays doit gagner l'argent là. Il n'y a rien à faire, mon pays doit capter l'argent. Quand tu lui dis non, je vais voir une autre. Non, 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 rassure-toi. Il va commencer par te vanter les mérites de son frère. C'est ça. Parfois sans l'avoir appelé. Hein. C'est ça. C'est quand il finit d'avoir ton accord qu'il va maintenant se gérer, débrouiller ça là-bas. Parce qu'il se dit ça là, ça ne doit pas quitter mon pays. Ils vont venir chez moi, ils vont faire tout. Donc, il y a cette culture aussi qu'on doit adopter. Mais elle n'est possible que si on développe nos compétences. Je le dis, hein, c'est important. Bien sûr. Tant bien que sûr. tu vas toi-même estimer que tu es dans la médiocrité, tu auras toujours peur. C'est ça. Donc, comme tu le dis, il va me prendre de haut. Il va me prendre de haut. Pourquoi? Parce que tu estimes que tu ne connais pas. C'est ça. Mais ce n'est pas un problème de ne pas connaître. Mais il faut apprendre à connaître. C'est refuser d'apprendre à connaître qui pose le problème. C'est ça. Moi, aujourd'hui, il y a des gens à qui je pose des questions, avec qui je travaille. Mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Hein. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Donc, il faut avoir un peu, je le dis souvent, les deux sources du savoir. C'est la curiosité et l'humilité. Si tu n'as pas les deux, tu es mort dans ce monde. Tu es mort. Curiosité et humilité. Et peut-être même prendre conscience que tu ne connais pas, c'est un début de connaissance. En fait. C'est même déjà ça le vrai savoir. Le vrai savoir, c'est de savoir que tu ne sais pas, ce que tu ne sais. Savoir que tu ne sais pas, savoir ce que tu ne sais pas, et savoir maintenant vers qui aller pour maintenant savoir. Ça, c'est toujours, vous allez voir même à l'échelle macro, on fonctionne comme ça. Vous allez voir parfois qu'il y a des solutions, vous qui êtes dans le domaine un peu lié à la tech, vous allez voir qu'il y a des solutions qu'on cherche toujours en Occident, alors qu'on les a au plan local. Pourquoi? Parce que l'État même a du mal à faire confiance. Il dit, mais attends, ben, tu vas me dire que tu fais ça là. Non, non, non. Mais quand quelqu'un vient en cravate là-bas, quelqu'un vient de l'Angleterre ou de quelque chose, on lui fait confiance immédiatement. C'est ça. Et ça frustre un peu même les PME locales. Les gens te disent, mais, donc la PME locale parfois doit faire 10 fois plus d'efforts pour convaincre. Et c'est compliqué. Parfois, on te dit, on ne te prend pas au sérieux. C'est ce qui a fait que vous allez remarquer quelque chose, on dit, l'Africain ne s'épanouit que lorsqu'il sort de chez soi. Peut-être que j'en suis l'exemple, j'en sais rien. J'en sais rien. Certains me disent, ah Dieu merci, tu n'es pas resté au Bénin, sinon tu n'aurais jamais pu évoluer ici. Jamais. Il faut quitter le Bénin, sinon mon nom t'encourage. Il faut pas. D'autres me disent, ne rentre jamais au Bénin, reste là-bas. Je dis, bon, ça dépend de l'environnement. C'est une question d'environnement. Maintenant, si l'environnement est propice, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On est tous des citoyens de ce monde, hein, on ne sait pas où on va finir demain. Donc voilà. Mais quel que soit là où tu vas aller, il faut être que demain matin, on peut te mettre dans n'importe quel environnement là. Toi, à cause de tes compétences, de tes qualités, tu vas exceller. Tu sais pas ce qui t'attend, mais tu sais que tu vas t'en sortir. Tu n'auras pas peur. Voilà. Il y a un truc aussi qu'il faut que j'ajoute quand tu parles de réseautage. Qui parle de réseautage, parle d'humain, parle de compétences, parle de rencontres. Et un truc que j'ai remarqué aussi au Togo, le Togolais ne va jamais à la rencontre de l'autre. Tu vois, je donne des formations gratuites en marketing digital et ça s'étend sur 5 jours, 20 heures de cours. 18h à 22h de lundi à vendredi, gratuitement. Tu vois. Et j'ai une centaine de personnes souvent dans la salle. Les gens, ils font ces 20 heures là ensemble. Et je fais le constat, d'accord? Ou bien je fais le constat de leur demander à l'après, et la personne qui était avec toi là, elle s'appelle comment? On te dit, je connais pas. Et je dis, non, mais c'est une n'importe. Ils se sont lâchés, ça. Je dis, c'est une il y a de richesse que d'hommes. Genre, vous avez passé 20 heures ensemble côte à côte, et tu n'as même pas osé demander à ton frère comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et peut-être que ça va créer quelque chose de plus grand plus tard. Tu vois. Je comprends ta frustration. Fais un autre petit test qui pourrait te désillusionner. Essaye de créer, je sais pas, un événement, une activité, un after work ou quelque chose comme ça. Toujours la nuit, hein, on va rester dans le concept. À partir de 22h. Tu peux emmerder un peu les gens. Tout le monde en costume. Costume couleur noire. Cravate couleur rouge de préférence. Est-ce que tu sais qu'il y a des fois que tu ne vois pas les gens? Et tu sais pourquoi? Parce que le pourquoi est plus important que tout le reste. Tu sais pourquoi? Tu sais très bien que pour ce que j'entends au Togo, beaucoup vont te dire, ça, c'est réunion de secte. C'est vrai. Quelle que soit la thématique la plus intéressante, la plus dynamique que tu mettras, on va dire ça, moi, je vais pas aller rentrer dans secte. Je vais pas aller rentrer dans les histoires de secte.
C'est en fait ça qui nous tue aussi. Exagérément de préjugés. Exagérément de préjugés. Donc, on a peur de découvrir, on a peur de ne pas savoir. Je dis, bon, d'accord, écoute, mon frère, même si c'est secte là, et qu'on veut te mettre dedans, je ne pense pas qu'il ligote les gens là-bas. On va te donner ton avis, peut-être. À toi de prendre tes dispositions. Peut-être que j'en parle sans connaître les dessous, mais c'est ce que je perçois de la chose. Donc, je me dis, il faut toujours chercher à découvrir, à chercher à connaître. Tu vas gagner quelque chose. Même quand tu dis non, tu as traité une information, tu sais maintenant à quoi dire non. Oui. Et c'est toujours quelque chose que tu viens de, c'est un risque que tu as atténué en fait. Donc, il faut qu'on puisse, dans ce réseautage-là aussi, surtout travailler. Mais je peux vous assurer aussi, il y en a qui travaillent pour que ça n'arrive jamais. Ouais. C'est pas dans leurs intérêts. Non, il y en a, il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui vont travailler pour que vous ne soyez jamais en réseau. Parce que, si vous n'êtes pas, parce que, quand vous n'êtes pas en réseau, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes isolé. Vous ne vous connaissez même pas. Tu seras surpris peut-être de savoir que dans Lomé, là, il y a quelqu'un qui a les mêmes idées que toi. Moi, quand je dis que tu avais des gens, c'est après que je me dis, mais on a la même manière de voir les choses. Pourtant, je connaissais depuis 5 ans, mais on n'a jamais discuté. Et c'est là que tu te dis, mais attends, on aurait pu faire des choses ensemble. On a la même manière de voir les choses. Mais ceux-là, si on vous isole, c'est ce qui fait qu'on peut vous frapper séparément aussi. Parce que vous êtes des électrons isolés, tout simplement parce que là, on peut facilement vous dominer. Mais ils ne veulent jamais vous voir en réseau parce que si vous êtes en réseau, vous constituez ce qu'on appelle, et ça, c'est la plus grande puissance qui existe dans tout niveau de développement basique, ce qu'on appelle la masse critique. Ils veulent pas ça. Il y en a qui vont travailler, ils vont jamais vouloir que, par exemple, au Togo, qui est un réseau de spécialistes en podcast ou quelque chose, ils vont pas vouloir ça. Parce que ça, c'est grave ce que vous faites. Pourquoi? Parce que dans ce réseau-là, ils vont estimer que si jamais vous êtes ensemble comme ça, vous vous connaissez, vous allez commencer par comprendre certaines choses et commencer par mutualiser certaines fois, et ça ne les arrange pas. Dans tous les domaines aussi, c'est la même chose. Donc, il y en a qui trouvent leur satisfaction dedans. C'est de bonne guerre, moi, je dis toujours aux gens. Je dis, celui qui veut peut-être vous diviser, il a son objectif. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quel est moi mon objectif dedans? Mais si je reste dans la dynamique de fatalité, c'est lui qui est en train de nous séparer, on va finir avec ça. Il va continuer par vous séparer. Restez là à pleurer. Non, il faut très peu pleurer, essuyer les larmes et se mettre au travail. Sinon, les pleurs là, tu vas être habitué aux pleurs. Tu vas passer toute ta vie à pleurer. Non, tu fais un choix. Je pleure 5 minutes et je travaille 30 minutes pour ne plus pleurer demain et pour que mes enfants ne pleurent plus. Parce que je l'ai dit l'autre fois, je disais, ailleurs, est-ce que vous savez que quand dans certains pays, tu demandes à un enfant de 15 ans, un jeune de 15 ans, un adolescent de 15 ans, tu lui parles de ton pays parce que parfois ils sont curieux quand tu vas peut-être pour des dîners en famille ou autre. Tu parles un peu de ton pays, de ta culture, tu vois. Ah bon, chez toi, comment ça se passe sur tel plan? Parce que bon, quand tu es professionnel, ça revient, hein. Ah, le domaine de l'énergie se porte comment chez toi? Les transports, c'est comment chez toi? Quand tu parles de délestage, vous savez ce qu'ils te disent? Il y a des gens qui pensent que tu es en train de mentir parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment on peut couper le courant une journée? C'est pas possible. Pour lui, c'est la catastrophe nucléaire chez lui, si ça arrive. Mais pas parce que son pays n'avait jamais connu ça, hein. Mais parce que lui, il est né à un moment où ses prédécesseurs travaillent pour que lui ne puisse jamais connaître ce problème. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que nos enfants ne connaissent pas les mêmes problèmes que nous? Si tu veux savoir si tu es échoué dans ta vie, regarde les problèmes que tu as connus et regarde si tes enfants sont en train de connaître les mêmes problèmes, les mêmes défis, il faut savoir que tu as échoué dans ta vie. Tu dois travailler pour que les enfants ne connaissent plus certains problèmes. Certes, ils vont avoir d'autres problèmes, mais attention, ça ne doit pas avoir les mêmes. C'est pas possible. Et c'est ce qui fait le développement. Il y a des gens qui te disent, moi, dans 10 ans, dans mon pays, il y a telle chose là. On ne doit plus parler de ça. C'est fini. Je me mets sur ça là, c'est fini. C'est comme ça qu'on avance. Mais on vient, on fait du surplace, tout cela, et les populations aussi sont entretenues dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on fait? 15 ans, 20 ans, 30 ans, nos grands-parents ont connu des problèmes, on continue pas à les connaître. Il y a un souci quelque part. C'est ça le développement. Et le développement doit être endogène et auto-entretenu. Et je le dis encore une fois, il faut parfois des mesures fortes. Je n'ai jamais vu un pays. Si vous connaissez un, citez-moi, ça va être un miracle. Il n'y en a pas. Je vous mets au défi. Un pays qui s'est développé dans l'anarchie, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Et l'homme est naturellement un être qu'il faut contraindre. Je peux vous l'assurer. Comme on dit chez nous, l'homme n'aime pas la paix. L'être humain laisse lui un peu de marge de manœuvre. Tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Donc, il faut un minimum aussi de discipline dans nos pays. Il y a des choses, ça ne te plaît peut-être pas, mais tu es obligé de te discipliner parce que les règles sont là, les règles sont fortes, et tu t'amuses, les règles vont t'écraser. C'est pourquoi je parlais de la puissance des systèmes. Pourquoi tu vas voir ici, c'est frappant, hein. Il y a des gens que tu connais, si tu vas chez eux à la maison, là, tu les vois, c'est des boulons, ils jettent les sachets partout, ils font de n'importe quoi, ils mettent même la musique. La même personne là prend le voyage, il va dans un autre pays, tu vas le voir les droits sans qu'on ne lui parle. Pourquoi? Parce qu'il sait que ici, là, s'il fait ça, s'il fait ça ici, comme on le dit, ils vont lui enlever la joie ici.
Donc, en fait, c'est pas lui qui est comme ça. Il sait s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Donc, ça veut dire que celui qui fait du mauvais là, en fait, il est capable de faire du bon. Il sait ce qu'il faut faire. C'est pas qu'il est con. Il sait ce qu'il faut faire. Donc, si l'environnement aussi est complaisant et fait tout, on va aller dans ce sens et l'anarchie va se développer de façon personnelle et institutionnelle. Et C'est ça, va je vais te continuer. couper. Voilà. Je vais te couper. Tu m'as expliqué un truc, ce que tu expliquais dans le système. Tu m'as expliqué ça en prenant le cas des Émirats. Ah oui. La dernière fois. J'aimerais que tu me refasses ça parce que c'était incroyable ce que tu m'expliquais. Tu veux bien? Pas même seulement les Émirats aujourd'hui. S'il te plaît, vas-y. C'est vrai que c'est le pays que je fréquente le plus dans le au niveau des pays du Golfe, mais c'est un peu le modèle répliqué au niveau du Qatar. Et il y a des gens, quand tu voyages avec eux dans certains de ces pays, les Émirats même c'est encore rien. Il faut aller à Singapour. À Singapour, depuis 92, l'importation de chewing-gum est interdite. C'est pas possible d'importer du chewing-gum à Singapour depuis 92. Tu imagines si on prend cette décision au Togo demain, ce qui va se passer? Les gens vont se dire tout simplement, ils n'ont rien à faire, ces chewing-gums, ils veulent interdire, ils n'ont rien à faire, il y a plus important. Mais ces pays-là ont compris que tout part de la discipline. Et, tu sais, la frustration, quand tu la canalises bien, ça devient un moteur. Singapour, aujourd'hui, c'est un pays. Est-ce que vous savez que ceux qui sont à Singapour, c'est vrai, ils sont majoritairement étrangers? C'est des gens qu'on a chassés, que la Malaisie a refoulés. On veut pas d'eux. Et ils ont dit, on nous a chassés, on va travailler dur pour leur montrer que nous, on peut se développer sans eux. Est-ce que vous savez que le Qatar, c'est le même modèle? Le Qatar, les Émirats Arabes Unis, c'est 7 Émirats. Il y a 7 Émirats aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar, en fait, devait être le 8e Émirat. Ils ont dit non, qu'ils vont avancer en singleton, comme on le dit. Mais ils ont dit, ben, si on décide de faire seul là, il faut qu'on soit à la hauteur, sinon les gars là vont se moquer de nous. Mais aujourd'hui, ils ont, sur certains plans, ils ont surclassé les Émirats Arabes Unis en termes de niveau de vie, par exemple, en termes de beaucoup de choses. Et ils sont même en termes de GDP, ils sont plus en avance que les Émirats Arabes Unis. Pourtant, ils sont voisins. Bon, c'est vrai, ils ont longtemps fait la guerre, maintenant, c'est pas mieux. Non, il y a des choses, quand tu vas dans ces pays, tu dis à certaines personnes que c'est comme ça, ils pensent que tu es en train de délirer. Parce que, il y a des pays où, par exemple, est-ce que vous savez, je dis ça souvent, et ça, c'est mon habitude même dans Lomé quand je roule. J'ai tendance, par exemple, quand je roule avec certaines personnes, quand je dois quitter une bande pour l'autre, je mets toujours le clientant. Quand tu fais ça, on te dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais ailleurs, tu ne peux pas. Si tu fais ça, tu es foutu. Si tu passes d'une bande à une autre, sans mettre le clientant, mais en 5 minutes, ton portable sonne. Tu as déjà l'amende, et une amende salée. Ailleurs, est-ce que vous savez que le fait de manger, de jeter, c'est une amende de $1000 dans certains pays? Singapour a les amendes les plus fortes au monde. Pourtant, c'est l'un des pays les plus propres et les plus disciplinés. Là-bas, utiliser le wifi de quelqu'un sans ton autorisation, tu vas voir ce que ça va te causer. Jette juste un sachet. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir à Singapour, ils ont fait la ville comme un jardin. C'est très gardenisé. Très de l'aéroport de Changi jusqu'en ville. Donc, il y a la discipline, il y a tout. Les Émirats, c'est la même chose. Voilà les pays où tu peux laisser maintenant ton téléphone dans une station de métro, on ne volera pas. C'est pas possible qu'on te vole. C'est-à-dire, ils ont enlevé ça de la tête. Ils ont des pays safe aujourd'hui. Et je peux vous assurer, c'est des pays qui étaient à des niveaux de développement, à des moments donnés, que nous, on n'enviait pas. Mais il a fallu des fous, excusez-moi, des fous. C'est pourquoi il dit qu'il faut contraindre l'humain, des fous pour se dire, désormais là, nous, on fait comme ça, et on va travailler comme ça, on va casser un peu d'eux, de façon saine, mais on va y arriver. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Vous voyez, c'est important. Il y a le Tchèque Mohamed bin Rachid Al Maktoum de Dubaï. Vous savez, il a une phrase qu'il a sortie pour montrer aux gens que quand tu viens chez lui, tu peux pas être paresseux. Que chez lui là, ils ont conçu le système pour ça pour les entrepreneurs. Tu peux pas être paresseux. Tu peux pas faire tu peux être un paresseux et aller là-bas être en sortie. On ne va rien te dire. C'est toi-même qui va chercher comment sortir du pays. Parce que le système va te broyer. Si tu es paresseux, ce n'est pas possible. D'abord, tu tentes de mendier, on va t'attraper. Donc, il n'y a même pas de marge de manœuvre pour que tu puisses développer ta paresse. Il a dit, en français, il dit, à Dubaï, quand le soleil se lève, il disait, je vais ramener en français, tu as intérêt à choisir si tu es un lion ou une gazelle. Mais dans tous les cas, tu vas courir. Dans tous les cas, tu vas courir. C'est à toi de choisir si tu vas être le lion ou la gazelle. Tu choisis. Mais tu vas courir dans tous les cas. Ici, tu vas courir, il n'y a rien à faire. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut développer dans nos pays et qu'on mette des systèmes, vraiment, surtout pour les PME, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut mettre en place. Il y a des gens qui ont fait des expériences qu'on peut mettre en place et surtout, vraiment faire progresser le tissu économique privé dans nos pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut implémenter, mais attention, c'est la discipline. Tu vois ce que tu expliques? C'est un peu comme le cas du Bénin actuellement. Que nous on a envie.
J'ai pas voulu que ce soit moi qui amène ce débat. Non, parce que tu es béninois, je sais. Allons-y. Mais tu sais, en fait, nous ne sommes pas aveugles. Mm. Béninois, Togolais, Burkinabé, on voit. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Non, putain. Mais non, quoi. C'est indépendamment de tout. C'est pas une question de régime, de mouvance ou quoi que ce soit, indépendamment de tout. Ça fait bizarre parce que la dernière fois, je faisais un tour sur la toile quand j'ai vu quelqu'un qui est quand même connu pour être il est connu pour être quand même quelqu'un qui critique beaucoup Patrice Talon, qui disait, dans le petit conflit là, qui est avec les Gabonais, il disait aux Gabonais, mais vous pensez que quoi? Votre petit pays là, confiez ça à Patrice Talon en quelques années, vous allez voir comment il va transformer votre pays. Pourtant, c'est lui qui le disait. Et ça, je dis, mais ça, c'est le fruit du travail, ça. Et pour le Bénin, c'est assez ironique. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai observé un peu. Vous savez, j'ai pris pour présidentiel de 2016, pas en tant que candidat, c'est clair, j'ai pas encore l'âge d'ailleurs. Mais j'ai travaillé avec un candidat au présidentiel qui, on est resté de bons amis. Et ça fait 10 ans aujourd'hui. Le problème qui se pose, c'est que on a remarqué, ça particulièrement moi, le débat a un peu changé. Le débat a un peu changé parce qu'au début, je me rappelle il y a quelques années, parce que moi je ne suis plus impliqué dans la politique depuis 2016, mais j'observe comme ça. Il y avait quelque chose qui revenait, on parlait, est-ce que vous savez qu'au Bénin, comment on appelait le gouvernement de Patrice Talon il y a quelques années? On l'appelait gouvernement maquette. Je vous assure. Allez demander aux gens, gouvernement maquette. Oui. Il y a des déclarations qui sont encore là, la mémoire digitale est là. On peut la questionner. On l'appelait gouvernement maquette. Mais c'est étrange parce que maintenant, on dirait que ça a disparu. Personne n'en parle encore. Donc, c'est quelqu'un, il faut le reconnaître, malgré tous ses défauts, il a réussi à mettre les gens d'accord sur certains plans. C'est-à-dire, les gens l'attaquent partout sauf là. Et ça, je me dis, c'est une grosse leçon qu'il a donnée à beaucoup pour dire, on n'aurait pas pu arriver là si on n'avait pas un minimum de rigueur. Mais c'est quelqu'un qu'on a traité de méchant, de sorcier, de tout. Ça continue d'ailleurs, en fonction de chacun. Mais si c'était un plan, les gens disent non, ça on reconnaît que là, non, vraiment, nous-mêmes on reconnaît. Hein. Mais c'est à cause, c'est pour ici, là. Comme on ne mange pas, c'est pour ici, là, il a fait arrêter tel, c'est là, on lui dit que vraiment, si ça n'est pas arrangé ça, sinon c'est bon, hein. Donc, vous voyez, au moins, ça fait qu'on ne vient pas se qualifier de nul partout. Vous voyez? Et ça, il a dit, et moi j'ai été particulièrement ému un jour, il a dit, quand je l'écoutais, ça m'a fait même pitié pour lui, je vous assure. Il dit, je suis venu, je vais faire le sale boulot. On va m'insulter. On va tout faire, mais c'est pas grave. Le jour où je vais partir là, vous allez reconnaître au moins que j'ai fait quelque chose. J'ai moins avancé un peu. Je vais faire le sale boulot. Il dit, je reconnais. Les gens ont eu peur de prendre des décisions, moi je vais les prendre. Et ça, qu'on soit mouvancier, qu'on soit opposant, on doit reconnaître que c'est quand même logique de développement. On peut pas continuer par faire plaisir à tout le monde. Et moi j'ai dit à des gens, je prends le risque de le dire ici, on m'a demandé, oui, mais par rapport à son prédécesseur, si tu les compares, comment tu vois la chose? Vous savez ce que je lui ai répondu? Son prédécesseur, c'est mon papa, hein, aussi, Boni Yayi. Je disais, la différence entre Boni Yayi et Patrice Talon n'est pas forcément aimé, mais il est respecté. Et Boni Yayi est très aimé, mais n'est pas forcément respecté. C'est la différence entre les deux. Tout simplement. Pas plus que ça. Pour ce que moi j'ai pu constater, c'est discutable. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et quand on regarde aujourd'hui, ça ramène un débat, le débat de l'Africain. L'Africain pleure tout le temps pour être aidé. Les Arabes ne nous aiment pas, les Blancs ne nous aiment pas, ils font du racisme envers nous. Je dis, mais c'est pas grave. Pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Mais il faut qu'il te respecte. C'est ça la différence. C'est tout, c'est suffisant. Il n'a qu'à te respecter là, c'est ça la différence. Et on ne respecte jamais quelqu'un qui commande l'amour. Quelqu'un qui commande l'amour ne le respectera jamais. Jamais. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans tout. Tant que tu vas commander l'amour, tu ne seras jamais respecté. C'est comme ça. Donc, arrêtons de commander l'amour de qui que ce soit, mais et travaillons pour imposer au moins le respect. C'est tout, c'est le raccourci. Vous allez voir quand on va imposer le respect, même celui qui ne nous aime pas, vous savez ce qu'il va commencer par dire? Bon, finalement, le type là, on dirait, il est bien. Hein? Parce que parfois, quand tu imposes le respect même, on a peur de te critiquer. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on ne peut pas te critiquer, mais on sait que là, si on te critique là, la personne qui te critique peut se faire attaquer par d'autres. Donc, tu as réglé déjà le problème en long et one, comme on dit. Donc, c'est le travail, rien que le travail. Et attention, le travail bien fait. Vous l'avez dit.
Regardez, par exemple, moi, j'ai vu des infrastructures au Bénin. J'étais un peu émerveillé pour certains. Tu sens qu'il y a de la finesse qu'on a mis. Il y a quelqu'un derrière qui dit, je veux que ça soit fait correctement. Et qui veille à ce que ça soit fait correctement. Tu sens ça. Tu sens qu'il y a une touche de finesse qu'on a augmentée. Et c'est ça qu'on dit. C'est la même chose au niveau de nous, les jeunes. Tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, tu veux être mécanicien quelque part. Quel que soit le métier que tu fais, il faut le faire bien correctement. Pour que lorsqu'on cite les noms là, qu'on ne dépasse pas 3 noms sans citer ton nom. C'est comme ça que ça marche. Il faut le faire correctement. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et moi, je dis toujours, je me fais l'ambassadeur de la République du Togo. Partout où je vais, je dis, je viens du Togo et j'essaie de faire correctement les choses pour que les gens puissent dire, les Togolais, quand même, font bien les choses. C'est le plus important. On va aborder un dernier point avant de finir. C'est le point de la transmission. C'est le point de la génération future. Comment faire ce point-là? Je vais peut-être vous essaimer avec la même notion. C'est encore une question d'éducation. On n'est pas forcément éduqué dans nos sociétés aux questions d'héritage. Pourtant, c'est nous qui en parlons le plus, hein. Héritage, c'est souvent chez nous qu'on voit les clashs beaucoup plus sur les héritages qu'ailleurs. Alors qu'en fait, on ne parle pas de vrai héritage. Le vrai héritage, c'est le nom, je vous ai dit. Et transmettre, par exemple, de façon intergénérationnelle une entreprise, ailleurs, c'est quelque chose d'assez culturel même. C'est même culturel. Ailleurs. Et celui qui prend la relève, il travaillera toujours pour que ça ne meure jamais dans ses mains. C'est-à-dire, c'est même un défi de génération. Il va se tuer, il va dire jamais. Ce que mes parents ont conçu depuis 1807, chez moi, ça va venir mourir jamais. C'est même donc un défi générationnel. Ici, nous n'avons pas forcément cette culture. Ça commence par venir. Ça, il faut l'avouer. Ça commence par venir, mais il faut qu'on aille vraiment dans ce sens. Et de l'autre côté, quel que soit le métier que tu fais, tu peux transmettre. Moi, par exemple, je suis dans les marchés publics, je l'ai dit au début, consultant en marché public. Il y a 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 ans, j'avais 34 ans encore. 2 ou 3 ans, j'avais 34 ans. Je disais aux gens, attention, j'ai 34 ans et je suis dans les marchés publics. Je ne connais pas encore grand-chose. Je ne vais pas commettre la même erreur que nos parents ont fait là. Vous savez ce qu'ils font? Ils attendent d'abord de vieillir, de perdre même la mémoire, avant de dire, bon, maintenant là, je vais commencer par transmettre. Pour le peu, qui ne me met pas avec. Je dis, je ne vais pas attendre ça. Mais déjà le peu là, je vais commencer par le transmettre, même si c'est petit. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais identifier 3 personnes à travers lesquelles j'ai senti le besoin d'apprendre à marcher public. Sans peut-être même qu'eux-mêmes ils sachent que je viens de les identifier. C'est ce que j'ai fait. J'ai identifié 3 personnes, 2 Béninois et un Ivoirien. Parce que, vous savez, moi, les questions de préférence nationale, c'est à compétition égale que je rentre dedans. Si tu n'es pas de mon... Tu peux ne pas être de mon pays. Si tu es bon, je bosse avec toi. Tu peux être de mon pays, je te mettrai derrière. Si tu n'es pas bon. C'est pas une question de fraternité. C'est une question de compétence. Maintenant, compétence égale, je peux avoir une préférence. C'est clair. On m'a même beaucoup reproché le fait que j'ai choisi un Ivoirien. J'ai dit, mais écoute, on est tous africains. Et ces gens-là, est-ce que vous savez que depuis qu'on travaille ensemble, depuis qu'on bosse ensemble, je les forme à devenir comme moi. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu eux-mêmes. Je ne les force pas, c'est ce qu'ils ont voulu. Donc, tous les programmes de formation que j'ai fait, ils suivent avec moi. Je leur donne parfois des créneaux pour parler eux-mêmes, pour s'exprimer. Je ne les contredis pas. Quand ils font pas bien, je dis, je complète tout cela. Et je commence par les former au métier pour que demain, eux-mêmes, ils puissent dire, un jour, c'est celui-là qu'on a suivi, on a appris ça. C'est ça. Au moins 3 personnes actuellement peuvent dire ça. Même si demain matin, Dieu me prend mon âme. Mais, donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de je connais beaucoup. Le peu là, tu peux déjà commencer par le partager. Tu peux déjà transmettre ça à une autre génération. Et ça, moi, je l'ai déjà expérimenté, ça marche. Peut-être encore, je vais faire plus. Si Dieu me donne longue vie, je vais faire plus. Mais demain, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas ceux-là qui vont employer moi-même mes enfants? Peut-être que c'est le cas. C'est ça. On ne sait jamais. Peut-être que c'est un parmi eux qui sera le futur employeur de mon enfant. Donc, ça veut dire que je suis en train de semer pour que mon enfant récolte. C'est ça l'héritage dont on parle. Donc, il faut qu'on ait aussi cette culture et cette manière de voir les choses. On n'est pas forcément obligé de vieillir d'abord avant de transmettre. Non. Déjà jeune, le peu que tu connais, tu peux déjà commencer par transmettre. C'est très important qu'on travaille dans ce sens-là. Sinon, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de compétences qui meurent, qui partent. Et ça, c'est nous qui perdons. Vous voyez? On dit souvent en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Elle ne devrait pas brûler. Elle ne devrait pas brûler. Vous voyez, elle ne devrait pas brûler. C'est parce qu'on ne devrait pas avoir de crainte que quelqu'un part parce qu'on sait qu'il a travaillé pour léguer. Et le meilleur hommage que vous pouvez rendre à quelqu'un qui part, c'est d'assurer vraiment dans les meilleures conditions cette continuité.
c'est le meilleur hommage que vous pouvez rendre. Mais quand lui-même de son vivant il n'a rien fait pour que tu puisses continuer, tu peux rien faire, hein. Donc, il faut qu'on commence un peu à travailler pour vraiment régler ces questions de défis intergénérationnels, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était intéressant de A à Z. Mais c'est... Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour ce cadeau que tu me fais. Merci énormément pour ce cadeau que tu m'as fait. Je t'ai rencontré la première fois, tu étais super pertinente. Et j'ai de la chance que tu m'aies finalement contacté. Tu as tout remis. Oui. Comme tu l'as dit, les astres devaient être alignés. C'est ça. C'est toujours ça. Merci. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et j'espère encore que vous avez beaucoup appris. Qu'il faut transmettre, qu'il faut faire de la qualité, qu'il faut avoir de la compétence, qu'il faut travailler, mais qu'il faut faire du travail de qualité. Et c'est ça que les gens regardent. Et quand vous travaillez, ne pensez pas qu'on vous regarde pas. Le bon travail, le travail de qualité est toujours remarqué. Peut-être que on attend que vous ayez un niveau donné avant de vous appeler. Et quand vous vous appelez, comme vous l'avez dit, les astres vont s'aligner. Et ce qui va venir. Tout le monde est surpris. C'est clair. Et on compare, il a fait gris-gris, c'est son marabout qui marche. Le diable va rentrer. Oui, c'est clair. On dit, oh non, lui, là, il peut pas. Il a un parent quelque part, c'est pour ça. Parce qu'on ne croit pas à ça. On dit, lui seul, là, il ne peut pas. C'est ça. Donc, c'est important. Soyez l'exemple dans ce sens-là. Soyons tous l'exemple dans ce sens-là et on va y arriver. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés cette année. C'est important. On va l'atteindre. Peu importe ce qui va se passer. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci, Laté.